rendez-vous qui est maintenant assez régulier à la Maison des auteurs. Donc ces rendez-vous, ces tables rondes organisées par les Femmes s'animent, notre association que vous connaissez, j'espère tous. Je ne sais pas si vous êtes tous adhérents, mais vous pouvez tous vous précipiter en sortant sur notre site internet où il y a un petit clic à faire pour adhérer. C'est très simple et ça se fait grâce à une carte bancaire très facilement. L'association, on m'a dit de dire ça parce que c'est important. Il faut absolument adhérer, nous aider, que vous soyez des entreprises ou des particuliers. On est très motivés, on essaye de se démultiplier et de faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'on soit conforté et qu'on soit suivi. Et être suivi, c'est quand même mieux d'avoir des adhérents que d'avoir juste des clics sur les Facebook et autres. Voilà, ça nous encourage davantage d'avoir des adhérents et de pouvoir savoir qu'on travaille pour des gens à qui ça fait plaisir de nous voir œuvrer. Donc l'association, qu'est-ce qu'elle fait? L'association, elle aborde tous les sujets qui concernent les femmes dans l'animation pour les encourager. C'est la façon la plus simple de le dire. Donc il n'y a pas de limite, c'est tous les sujets. Et c'est autant sur les modes d'action, comment encourager les femmes à avoir des positions qu'elles souhaitent avoir, tout simplement, mais aussi sur les contenus, comment les femmes sont traitées à l'écran, comment dans nos séries d'animation ou dans nos films d'animation, puisqu'on s'occupe simplement de l'animation qui est notre métier. Donc on fait des tables rondes comme celle-ci, on organise des soirées informelles au Carpe Diem, un bar au Hall dans Paris tous les deuxièmes mercredis de chaque mois où vous êtes chaudement invités à venir, c'est assez sympa, c'est toutes les fois différent, enfin toutes les fois c'est complètement autre chose parce qu'il y a des groupes de gens différents, c'est toujours passionnant, on parle de tout et ça crée du lien, donc ça c'est très important, enfin nous on trouve que c'est très important. Ça facilite les contacts. On a d'autres actions comme le mentorat. Le mentorat, on l'a lancé l'année dernière. C'est Eleanor qui avait eu l'idée, qui s'en est occupée. On avait organisé 6 duos l'année dernière qui se sont vus pendant 6 mois à concurrence d'une fois par mois. Enfin, chaque duo crée son histoire. Mais tous les gens qui l'ont fait ont trouvé ça formidable. Donc, on a recommencé cette année avec des groupes qui sont en train de se constituer. Donc là, le programme de mentorat vient de se constituer. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez en faire partie l'année prochaine, par exemple. À Annecy, on fait plein de choses. Annecy, c'est vraiment l'animation dans toute sa splendeur. Donc on fait beaucoup de choses. L'année dernière, c'était passionnant. On a fait une journée entière avec des rencontres vraiment très intéressante, notamment sur les préjugés inconscients. Il y a eu une table ronde qu'on va essayer d'organiser, ça fait partie de nos projets. On voudrait refaire, parce que c'était incroyable, cette présentation dans le cadre de nos tables rondes de Paris, pour tous ceux qui ne l'ont pas suivi à Annecy, parce que c'était le lundi d'Annecy, c'était pas forcément facile pour tout le monde. Et on fait tous les matins, on fait des rencontres qui sont plus liées à l'actualité des films qui sortent, des longs métrages et des courts métrages qui sont programmés en parallèle à Annecy. Donc c'est en général aussi absolument incroyable ces rencontres du matin. Il y a des gens qui viennent tous les matins prendre le petit déjeuner et participer à ces tables rondes, et je vous encourage à les suivre l'année prochaine. On fait plein d'autres choses. Demain il y a un atelier qui sera tout directement issu de ce que vous allez entendre aujourd'hui. Et puis voilà, on a fait cette table ronde il y a 1 an, donc bien avant les histoires que tout le monde qui ébranlent tout l'univers en ce moment sur le harcèlement. Nous, il y a 1 an, on a fait une table ronde sur le harcèlement parce que ça nous paraissait important, le harcèlement, autant moral que sexuel, le harcèlement dans toutes ses formes, au travail. Et donc, comme notre travail, c'est l'animation, c'était devenu le harcèlement dans l'animation. Ça ne veut pas dire que le harcèlement est plus important dans l'animation, c'est juste que le harcèlement, comme partout, il fait partie de la vie des femmes et des hommes parfois, il fait partie de la vie, et donc il faut en parler. Donc on en a parlé d'une certaine façon. On avait une psychologue, on avait des témoins, des directeurs de production, directrices de production, des gens divers, et puis une avocate. C'était assez passionnant. Beaucoup de gens nous ont encouragés, on a tous trouvé qu'il y avait encore plein de choses à dire. Et notamment cette année, il y a eu l'idée de passer à l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et au lieu de se lamenter, on s'est dit, parlons de ce qu'il faut, comment faire. Donc je passe la parole à Sarah qui a préparé la table ronde. Et voilà, à toi. Merci.
Donc ce soir, voilà, maintenant il est temps d'agir. Donc c'est pourquoi on a constitué pour vous un très beau panel donc, de personnes à la fois de notre milieu et extérieurs à notre milieu qui sont des experts qui vont pouvoir vraiment nous apporter leur connaissance. Ça fait très longtemps ces personnes travaillent sur le sujet. Donc ils vont pouvoir enrichir les échanges. Donc tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Donc, je suis Marc Dramy, je dirige le business développement d'une société qui s'appelle Normal Animation et en même temps je m'occupe des ventes internationales, mais je suis plus là par rapport à ce que j'ai fait précédemment, à savoir la direction de studio de Gaumont Animation pendant 7 ans et avant ça la direction de studio de Millimage pendant 10 ans. Bonjour, moi c'est Jeanne-Sylvette Giraud, je suis actuellement chef animatrice à Folivari et j'ai pratiquement exercé jusqu'à maintenant en tant qu'animatrice et en tant que character designer, mais donc toujours en tant que technicienne. Et ce soir, je suis là pour représenter le parti technicien. Bonsoir, Patrick Bertoncelli, président de la VHT, Association des victimes de harcèlement moral et sexuel au travail. L'association a 18 ans d'existence. Je l'ai créée en 2000 et aujourd'hui, je suis sur le plan national, autant pour les entreprises que pour le particulier. Moi, c'est Irène Zeidinger. Je suis de formation sociologue et formatrice d'autodéfense. Et la raison pourquoi je suis là ce soir, c'est parce que j'ai écrit un livre qui est tombé dans les mains de Sarah, le petit livre le rose, qui s'appelle Non c'est non et qui est un guide d'autodéfense pour femmes. Et donc ça contient plein d'outils de comment on peut réagir quand on est face à des comportements désagréables, voire dangereux, y inclut le harcèlement. Bonsoir, moi je suis Ayette Lacouache de la société Timto. J'occupe le poste de directrice des productions et ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans la production. Et ça fait presque 8 ans que je travaille chez Timto. J'ai travaillé aussi dans d'autres studios, mais voilà, principalement chez Timto. Il y a un deuxième micro aussi. On pourra varier. Donc, on va commencer par un très bref rappel des chiffres nationaux pour savoir où on se situe. Évidemment, il n'y a pas de chiffres spécifiquement dans l'animation. Donc, voilà, pour poser un petit peu le cadre, en ce qui concerne le harcèlement moral, on estime aujourd'hui environ 1 personne sur 4 qui serait concernée. Et après, plus spécifiquement sur le harcèlement sexuel, vous avez probablement entendu, parce qu'ils ont beaucoup tourné récemment ces chiffres. Donc, il y a déjà il y a 1 femme sur 5 qui serait concernée dans le cadre de son travail, enfin qui a ou qui est concernée. 1 personne sur 3 n'en parle pas. Seuls 5% portent plainte. 85% des plaintes sont classées sans suite et 95% des femmes qui dénoncent les faits de harcèlement perdent leur emploi. Ouais, donc voilà. Donc il y a quand même du boulot. Je vais commencer par vous, Patrick Bertoncelli. Donc vous, ça fait 18 ans que vous suivez ce sujet. Qu'est-ce que vous avez, quel commentaire vous avez à faire sur ces chiffres? Est-ce que vous avez les mêmes? Ça marche ? Au niveau des chiffres, c'est vraiment alarmant parce qu'aujourd'hui, quand je vois ces chiffres que vous donnez, c'est vraiment très, très inquiétant. En sachant que, je veux dire, surtout au niveau des plaintes, 5% d'entre elles portent plainte. C'est, je veux dire, aujourd'hui, vraiment, c'est une goutte d'eau dans la mer, quoi. Donc aujourd'hui, il devrait y avoir beaucoup plus de plaintes. Je reviendrai après sur la plainte parce que c'est vrai que les gens qui déposent plainte, aujourd'hui, vu la médiatisation qu'on a fait sur tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, j'ai presque envie de dire c'est presque dangereux. Dangereux dans la mesure que les gens déposent plainte sans avoir, je
je veux dire, sans avoir de preuves, sans avoir de... Donc je pense que ces gens-là se mettent aussi en danger. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quand même baliser un petit peu les plaintes. Je suis d'accord pour porter plainte, attention, je suis vraiment pour déposer plainte, mais pas que ce soit fait d'une manière un petit peu à la va-vite, parce qu'on va retrouver malheureusement des personnes qui vont déposer plainte et se retrouver après inquiétées elles-mêmes, puisqu'elles n'ont pas, je veux dire, elles n'ont pas suffisamment de preuves ou ça a mal été, je veux dire, exposé. Aujourd'hui, il faut vraiment s'adresser à des professionnels, des associations ou des avocats qui peuvent prendre la plainte, enfin peuvent vous aider à bâtir une plainte et après partir en procédure. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent... moi, je vois, j'ai de plus en plus d'appels de personnes qui me disent « on a déposé plainte » et quand je leur dis « mais qu'est-ce que vous avez dans le dossier ?» Ben rien, c'est juste ma parole contre la sienne. Et là, c'est très dangereux. Très dangereux parce que non seulement elles sont victimes, mais en plus, elles se retrouvent après inquiétées sur des faits qu'elles ne peuvent pas prouver. Donc, c'est un point sur lequel on va revenir, mais c'est vrai que c'est... Enfin, le but n'est pas de se retrouver en plus inquiété derrière, donc plutôt chercher à accompagner ces personnes. Donc, on va commencer la première partie de cette table ronde plutôt sur la prévention. Donc, qu'est ce qu'on peut faire déjà en amont. Jeanne Sylvette, toi que j'ai envie de demander de commencer là-dessus, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de ne pas prendre la parole trop de temps, mais déjà j'aurais voulu faire un tout petit rappel de la situation qui peut être un petit peu spécifique ou en tout cas des caractéristiques de nos types d'expériences de travail dans l'animation, puisque, alors en tout cas pour la grande majorité des employés, on est des intermittents du spectacle et donc on a des missions qui sont plutôt courtes. Des missions dont la durée peut varier de quelques jours dans la publicité, c'est possible, à plusieurs mois, voire pour les projets de grande envergure, 1 ou 2 ans, rarement plus sur une même mission. Ce qui fait qu'on fait face à des enjeux qui sont un petit peu particuliers, puisque... alors oui, il faut savoir aussi que nos contrats ne sont pas forcément de la durée de la mission. On peut avoir plusieurs contrats sur la même mission, donc des contrats courts, et chacun des parties peut décider de cesser la collaboration à la fin de chacun des contrats. Donc, pour des situations où le harcèlement est là et mal vécu, ce côté court des engagements peut sembler être une issue assez salutaire puisqu'on peut s'extraire assez rapidement du problème, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on le résout. Je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est que on a des enjeux qui ne sont pas exactement les mêmes que des gens qui seraient, entre guillemets, coincés dans un contrat de longue durée en CDI et qui souhaiteraient faire carrière dans la même boîte et n'a pas du tout envie de la quitter. Alors, bon, quand on est bien dans une boîte, nous non plus, on n'a pas envie de la quitter. Hein. Mais le fait est qu'on a l'habitude d'alterner, de changer assez souvent. Donc voilà. Et l'idée, c'est que... Alors, je ne suis pas tout à fait sur le sujet de la prévention, mais j'aimerais y venir. C'est que lorsqu'une personne décide de quitter... en fait, d'aller jusqu'à la fin de sa mission, dans le cas d'une mission courte, pour fuir un problème, parce qu'on se dit, bon, bah, il ne me reste plus tant de temps que ça à faire ici, et puis c'est beaucoup plus facile de partir que de chercher à confronter le problème. La plupart des cas, quand on est victime de harcèlement ou d'agression ou de n'importe quelle forme d'oppression, c'est difficile. Enfin, je pense que vous connaissez bien ce problème, d'avoir le courage de l'affronter, d'avoir l'énergie de le faire sans en subir les retombées, qui peuvent être parfois plus pénibles et plus longues que le problème original. Donc on a plusieurs cas dans nos milieux. C'est le premier cas, une victime de harcèlement endure son oppresseur jusqu'à la fin de sa mission, se dit qu'elle tiendra le temps qu'il faut et quitte le poste en fait au moment où c'était prévu, mais en n'ayant pas parlé du problème ni à des autorités juridiques, ni à son employeur, ni même parfois à ses collègues. Donc ça, c'est le cas où personne n'est au courant, la personne s'en va.
Le deuxième cas, c'est que cette personne, puisqu'on a la possibilité de renouveler des contrats tous les mois, décide de ne pas renouveler le contrat et dans ce cas part plus tôt que la durée initiale à laquelle on prévoyait la mission. Et dans ce cas, dans beaucoup de cas, elle est censée fournir un motif quand même, puisqu'elle lâche le projet avant un moment qui n'était pas prévu. Et dans ce qui est pas toujours qui peut ne pas être bien pris par les employeurs. Selon le motif invoqué, ou on peut aussi décider de ne pas en donner, mais voilà, en fait, invoquer le bon motif, c'est aussi difficile. Donc des fois, on préfère noyer le poisson, on va dire. Et dans ce cas, donc, on peut en plus se mettre à mal avec le collaborateur. Et dans ce cas non plus, personne n'est mis au courant en fait du réel problème. Le troisième cas, qui est déjà, j'ai déjà eu des témoignages de ce cas-là, c'est que la victime décide d'exposer le problème, mais que l'employeur, plutôt que de confronter le problème, préfère proposer à la victime justement de ne pas renouveler le contrat pour des questions de facilité aussi. Et dans ce cas-là, l'employeur est mis au courant, mais n'agit pas. Et comme dans les deux premiers cas, l'oppresseur, lui, n'est jamais inquiété. Et le dernier cas, c'est quand l'employeur a la bonne réaction, c'est-à-dire de décider de prendre le problème à bras-le-corps. Mais en fait, dans beaucoup de cas, on a la première, la deuxième ou la troisième solution, surtout les deux premières, puisqu'on a des contrats courts et que c'est facile de partir. Et donc, dans ces cas-là, la victime n'est ni secourue, ni entendue, ni dédommagée. Elle s'en va avec son trauma et toutes les complications qui peuvent s'en suivre. Et l'employeur n'a pas été mis au courant, donc n'a même pas eu les moyens d'agir. Et l'oppresseur n'est jamais mis en question. Donc pour moi, une des premières grandes nécessités, c'est de réussir, alors dans un certain cas, à former les employeurs pour qu'ils puissent, et l'ensemble des personnes responsables d'un studio, pour qu'ils puissent avoir les moyens d'être au courant, de se renseigner et qu'ils aient la bonne réaction. Donc surtout, ne pas recourir à l'argument de la mobilité, en fait. Et aussi, puisque je pense très sincèrement qu'on ne peut pas blâmer une victime pour ne pas avoir parlé et qu'on ne peut pas exiger d'elle qu'elle expose son problème et qu'elle s'y confronte et qu'elle confronte son agresseur, former aussi l'ensemble du personnel, des employés et des témoins, en fait, de toutes les personnes qui peuvent être témoins, à parler à sa place du problème, à réagir, à défendre, à prendre parti. Et ça, c'est un point, voilà, c'est le point prévention sur lequel je voulais venir, c'est que être témoin silencieux d'une agression, d'une oppression telle qu'elle soit, c'est être dans le camp de l'oppresseur, c'est finalement encourager la pérennité de la situation de harcèlement. Donc de la formation, de la sensibilisation avant tout. Et je vais te faire retourner la parole. Non, mais là-dessus, je voudrais que Ayette rebondisse. Parce qu'on avait commencé justement à discuter de ça et de justement comment en tant que personnel encadrant ça peut être compliqué et comment quelles sont les actions. Toi tu pensais à des choses que vous pouviez faire et tout ça et, c'est vrai que moi je pensais pas avoir à faire face à ce genre de situation, mais donc j'ai connu un cas où il y a eu un problème de comportement. Et donc du coup j'ai fait remonter l'information. Du coup ce qui est bien aussi, c'est que je trouve que l'information a bien été relayée, c'est-à-dire que en général les personnes les premières au courant en fait sont les personnes qui travaillent et qui sont proches des équipes. Donc nous c'était les assistantes de production. Donc je trouve que déjà c'était plutôt positif que en tout cas elles étaient confiantes de venir me parler. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc oui, je pense que déjà, c'est le premier pas. Et surtout, ce qui a été vraiment formidable, c'est que la direction a vraiment soutenu la victime et vraiment pour... pardon, elle a trouvé mes mots. A vraiment mené une action. Le plus important, en fait, c'est que... il y a eu toute une procédure qui a mené à la fin de la collaboration avec cette personne. Et le plus important, c'est qu'il y a eu une action qui a été menée après. Donc, on a eu des réunions d'information. On a mis en place un système avec une avocate spécialisée dans le sujet du harcèlement.
Et ouais, voilà, moi je trouve que c'est une initiative vraiment qu'on peut féliciter parce que je pense que dans plein de studios, c'est pas le cas. Enfin, donc déjà, donc maintenant c'est un sujet dont on peut parler. Enfin, tout le monde connaît maintenant les comportements qui sont désirables et indésirables. C'est une situation qui a été clarifiée. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important de le faire dans tous les studios, d'en parler régulièrement. Enfin, et en fait, de se dire que c'est un sujet dont on peut parler, quoi. C'est un sujet comme un autre. Voilà, il n'y a pas de tabou. Et même tu sais, en tant qu'encadrante, que c'était pas forcément évident, que tu t'es posé des questions sur le fait. Oui, c'est vrai que ça fait partie aussi un peu du rôle des encadrants. Et quand je dis des encadrants, c'est les superviseurs, donc c'est les assistants réals, la production. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité de toutes ces personnes, c'est-à-dire que aussi l'ambiance, en fait, elle est aussi un peu donnée par le comportement de ces personnes-là. C'est-à-dire que si ces personnes-là ne tolèrent pas certains commentaires ou d'elles-mêmes ne font jamais de blagues qui seraient vraiment limites, mais du coup qui est plus de l'humour, ben en fait ça influe une certaine une certaine ambiance dans l'équipe. Donc c'est vraiment très important. Voilà. Et aussi, j'ai réalisé aussi que particulièrement à des postes de production, c'est vrai que c'est un sujet où il faut être quand même assez à l'aise parce qu'on est les premières personnes qui peuvent faire remonter l'information. Et voilà, il faut être un peu plus éveillé, voilà, sur ce sujet. Maintenant, oui, je voulais revenir sur juste un point que tu as mentionné, c'est que c'est vrai que l'animation aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 6000 personnes à peu près en France. Sur ces 6000 personnes, il y a 700 CDI. 700 équivalents temps plein CDI. Donc déjà, il y a ces 700 personnes qu'il faut sensibiliser et former à quoi faire en cas de harcèlement, qu'il soit moral, sexuel, ou agression, voilà. Et finalement, c'est pas énorme quand on y réfléchit, 700 personnes. C'est quasiment rien, c'est très peu. Et il y a une autre constituante aussi de notre activité qui est que on a des structures parfois qui sont petites, donc il n'y a pas de direction de ressources humaines, il n'y a pas de CHSCT, donc à qui on s'adresse dans ces cas-là quand on a un problème dans la société, ça ne peut être que les CDI ou en tout cas les encadrants. Et les encadrants sont pas toujours formés à ça. Un chef layout, il n'est pas spécialement adapté à ce genre de cas. Donc je pense qu'il y a déjà une première étape qui est de vraiment sensibiliser les CDI, les gens qui sont en permanence dans les structures, parce que l'expérience fera, malheureusement, j'espère pas souvent, mais en tout cas l'expérience fera qu'ils sauront comment agir dans ces moments-là et trouver des supports, que ce soit des avocats ou des associations pour les aider dans leur démarche. Et il y a une autre tendance aussi, enfin pas une autre tendance, mais notre typologie de notre métier qui est quand même assez particulière, c'est qu'aujourd'hui, sur ces 6000 personnes, il y a énormément de jeunes, entre 20 et 30 ans. Des jeunes de 20 et 30 ans qui arrivent, qui sortent tout frais de l'école, voilà, alors pareil, l'école, est-ce que les écoles, via l'Eureka par exemple, peuvent faire une première démarche auprès des étudiants qu'ils ont chez eux pour les sensibiliser à ce genre de choses, pour leur dire qu'on peut discuter quand on arrive dans une entreprise et qu'on n'est pas laissé pour compte et que la parole peut être libre. Voilà, il y a aussi une sensibilisation, je pense, dans les écoles en amont. Et après, une fois qu'on arrive dans les sociétés, il y a aussi une prise de conscience qu'il faut qu'on ait nous. Et je pense qu'on va l'avoir de plus en plus, puisque l'animation se porte bien et on a de plus en plus de jeunes qui viennent dedans. C'est que on a aujourd'hui dans nos sociétés des jeunes gens qui ont entre 20 et, si je prends les plus petits, entre 20 et 25 ans, on va dire, qui sont parfois, qui arrivent parfois dans des régions qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a pas mal de mobilité, ils cherchent du boulot, ils arrivent dans des régions qu'ils ne connaissent pas, donc ils n'ont pas leur famille, leurs proches autour d'eux, ils galèrent à s'insérer parce que, par exemple à Paris, c'est pas simple de trouver un appartement, donc ça les met déjà dans une situation un peu de précarité quelque part et de difficulté qui fait que si on n'est pas attentif, certains vont être forts, d'autres vont pas l'être du tout, et ça peut très facilement basculer dans quelque chose de difficile moralement pour ces personnes-là.
quand on cherche un appart, quand on est en coloc, quand on vient dans une région qu'on ne connaît pas, quand on a 20 ans, quand on n'a aucune expérience, et qu'on se retrouve plongé dans ce milieu où tout d'un coup on aimait bien dessiner, mais on va se retrouver à avoir des quotas sur la tête, et il va falloir sortir tant et tant de dessins par jour. Voilà, c'est tout ça c'est nouveau, tout ça c'est tout frais. Si en plus vient s'ajouter dessus une forme de harcèlement, alors qui peut être moindre, hein, mais qui peut être très mal vécu, là je pense qu'effectivement il y a une attention à avoir de notre part, en tout cas des CDI et peut-être des chefs de poste aussi. Alors à voir si je sais pas, on inclut une clause dans les contrats de travail des chefs de poste, des encadrants qui parlent de ça. Voilà, c'est juste cette réflexion à avoir sur... Voilà, je ne parle pas des périphériques que sont les studios son et tout ça, je parle vraiment des studios d'anime, parce que dans les autres domaines, je ne sais pas ce qui se passe. On sait que ça s'est passé, on sait que ça s'est déjà passé dans les studios d'anime, on sait que ça se repassera, qu'il y aura des cas de harcèlement. Certains d'entre nous n'ont rien vu, n'ont rien entendu, n'ont rien su. Donc voilà, il y a vraiment une prise de conscience, je pense, déjà des CDI à l'intérieur des structures pour être sûr que au moins ils savent eux quoi faire et quelle démarche prendre en compte. Je vais vous demander donc, à Irène Zillier, donc maintenant vous donc avec votre expérience, enfin voilà votre association, donc vous avez formé beaucoup de femmes. Et donc, peu de dessinatrices. Peu de dessinatrices, mais pourquoi pas, peut-être que là, il y en a va y avoir une ruée. Et donc, voilà, comment est-ce que vous parce que justement, vous intervenez en amont. Vous l'avez bien dit, vous, c'est pas... vous occupez pas des victimes, vous, voilà, c'est en amont, ça ne passera pas. Alors, comment vous faites? Bon, avant que je commence à expliquer ce qu'on peut faire individuellement pour la prévention, je voudrais quand même souligner que ça ne devrait pas être la responsabilité des femmes de s'armer mieux pour faire face au harcèlement. Ça devrait être la responsabilité des hommes de ne pas harceler, d'abord. Et que les entreprises ou les employeurs peuvent aussi jouer un rôle là-dedans, pas uniquement par la formation, mais tout simplement créer un climat d'entreprise où la parole peut être libérée, mais aussi où les oreilles peuvent être débouchées, hein, parce que souvent même les quelques victimes de harcèlement qui osent en parler ne trouvent pas vraiment des portes ouvertes pour en parler. Et la formation peut aider, mais ça peut aussi être tout simplement déjà une prise de position, hein, qu'on est conscient que ça existe, le harcèlement, qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on s'engage à faire ce qu'on peut pour que ça n'arrive pas, et aussi de dire très clairement ce qui va se passer s'il y a du harcèlement. Qu'est-ce qui va se passer pour la victime, qu'est-ce qui va se passer pour l'auteur. Ce qui peut peut-être décourager en amont les auteurs de le faire, mais ce qui peut aussi plus encourager les victimes de ne pas attendre jusqu'au moment où vraiment elles n'arrivent plus à supporter du tout, mais au premier signe qu'il y a de harcèlement déjà s'activer, parce qu'évidemment plus tôt qu'on commence à en parler, plus c'est facile d'arrêter les choses. Voilà. Alors maintenant au niveau individuel, ce qu'on peut faire, c'est justement être attentif aux signaux d'alarme que quelque chose pourrait peut-être déraper. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, on a la liste des comportements pas admis, etc. Mais en fait, les harceleurs sont malheureusement assez inventifs et donc on ne va jamais arriver à une liste exhaustive de tout ce qui peut constituer du harcèlement, mais aussi parce que le harcèlement, c'est subjectif et donc ce qu'une personne trouve tout à fait acceptable, pas de problème, comme par exemple le fait d'être touché en parlant, ou de faire la bise pour se saluer, etc. Une autre personne, ça la fait grimper au mur. Hein. Donc, ça va être impossible de délimiter ce qui est du harcèlement de ce qui n'est pas du harcèlement juste en proposant, voilà, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Donc, pour identifier le plus tôt possible quand les choses pourraient tourner mal, ça commence par s'écouter soi-même, parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui transgresse nos limites, ça nous fait quelque chose, ça provoque un ressenti désagréable, de gêne, de malaise, même si on ne peut pas encore exactement mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est qui provoque ce gêne-là, ou est-ce que vraiment l'autre fait ça exprès, on n'est pas bien. Et donc si à ce moment-là, on s'arrête et on dit, bon, c'est quoi maintenant qui fait que je me sens pas bien? Et on dit tout simplement, je veux que ça s'arrête. Ah bah,
on a des bonnes chances que ça s'arrête là et que ça ne devienne pas tout un truc avec une emprise de répétition, etc. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la précarité, on a souvent l'impression, plus on est précaire ou plus qu'on vient de débarquer dans une nouvelle position, dans une nouvelle boîte, moins on peut se permettre des choses. Mais en fait, les statistiques montrent très clairement que c'est surtout au début qu'il faut poser des limites très claires. Et après, si ça se passe bien, on peut peut-être les reculer selon comment on se sent. Et donc, on est... instinctivement, ce qu'on fait, c'est en fait pas dans notre intérêt. Il faudrait au départ être très clair, ça j'accepte pas, parce que comme ça on se fait mieux respecter et le moment où il faut renouveler le contrat, la pose de limite est déjà tellement passée que les gens vont plus tellement se rappeler que j'ai posé mes limites et que je suis peut-être pas tout à fait facile à manipuler ou à gérer. Hein. Voilà. Donc ça peut peut-être déjà encourager. Et puis après, quand cette limite n'est pas respectée, quand je l'ai posée, il y a des stratégies différentes, mais on peut en parler après encore parce que sinon je vais pas aller trop longtemps. C'est parfait, ce sera pour la deuxième partie. Hein. C'est parfait. Et donc vous, Patrick Bertoncelli, avec votre association, donc vous faites beaucoup d'actions justement de prévention avec les entreprises. Vous agissez au sein des entreprises. Tout à fait. Je veux juste rebondir sur ce que vous avez dit, et c'est vrai que le harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui pour une personne lui tombe sur la tête, et c'est vrai que quand ça lui arrive, c'est tout à fait au début qu'il faut mettre le frein. Il faut se faire d'une part respecter. Il faut que la personne comprenne que faut pas qu'elle aille au-delà, je veux dire, du minimum, C'est-à-dire, puisque si on laisse se passer en disant j'ose pas lui dire, ou j'ose pas parce que il est chef, ou parce que il a un intérêt quelconque, vous lui laissez la porte ouverte. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va progresser. Et le jour où ça va aller vraiment très très mal, la personne que vous allez la freiner. Moi j'ai vu des personnes qui ont laissé faire, malheureusement. Elles se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elles ont eu peur de stopper cette personne, et tout doucement la personne allait crescendo, jusqu'au moment où c'est que la personne a voulu aller vraiment plus loin, que la personne a stoppé, et là la personne elle n'a pas compris. La personne qui a harcelé n'a pas compris, parce qu'elle se dit mais attends, elle m'a laissé faire, elle sentait que c'était ça, et maintenant elle me stoppe. Donc pour la personne, elle ne le comprend pas, et elle se dit je suis tombé sur une allumeuse. Et à partir de là, je veux dire, la personne elle a vraiment des difficultés. Alors c'est vrai que la personne, elle doit se manifester d'entrée. Dire non, moi je ne veux pas aller sur ce chemin-là, respectez-moi, je suis payé pour faire un travail, je ne suis pas payé pour faire autre chose. Voilà, ça c'est le premier point. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau associatif, nous avons, c'est vrai que votre milieu, je ne le connais pas très bien, donc je viens un petit peu d'être éclairé par, vous avez une population de jeunes qui sortent des écoles et qui viennent chez vous travailler. Et c'est vrai que ces jeunes-là n'ont pas d'expérience, que ce soit d'expérience de la vie, des expériences, elles viennent pour travailler. Et effectivement, ce que vous avez dit est juste. C'est vraiment des personnes qui ont des soucis pour trouver un appartement, pour se loger, pour travailler. Et c'est des personnes qui sont complètement isolées. Et c'est vrai que l'association, aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes de la part des jeunes, dans tous les milieux, pas simplement dans le milieu que vous êtes, mais dans beaucoup de milieux. Nous aidons beaucoup les jeunes, et au niveau, je vais aussi rebondir sur les chefs d'entreprise ou sur les responsables. Vous avez une responsabilité. Une responsabilité déjà sur le plan juridique, puisque vous devez protéger, quand vous le savez, bien entendu, quand vous êtes au courant, vous devez protéger la personne qui a des soucis. Et si vous ne le faites pas, vous tombez sur un coup pénal. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens se libèrent de dire, voilà, il y a aussi le devoir d'alerte d'un collègue de travail, d'une personne qui
est au courant sans être au courant, mais qui s'aperçoit que le problème, je veux dire, commence à venir. Il y a aussi le devoir d'alerte, puisque ces personnes-là doivent aujourd'hui dire ou à la personne qui fait ces agissements, ou d'alerter le chef d'entreprise ou d'alerter le responsable pour se dire, attends, il a un problème. Cette personne-là, elle n'est pas tranquille avec ce monsieur. Donc aujourd'hui, voilà, ça je pense qu'il faut que malheureusement que les gens de plus en plus acceptent d'intervenir pour ses collègues, puisque ça peut leur arriver comme ça. Malheureusement, ça arrive trop souvent. Et ce que je déplore aussi, c'est que les gens ont la politique de l'autruche. Dès qu'ils voient ça, donc ils se tournent. Du moment que ça ne les concerne pas, ils disent rien. Mais derrière, il y a des personnes qui sont en souffrance. Moi, j'ai vu des personnes aller jusqu'aux tentatives de suicide. J'ai vu des personnes se défenestrer parce qu'elles ne savaient pas comment faire. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui grave. Et c'est le combat de tout le monde. Que ce soit, bien sûr, ce que vous avez dit aussi, les hommes doivent aussi participer. Moi, c'est quelque chose qui me révolte aujourd'hui quand je vois ces jeunes femmes ou moins jeunes qui se retrouvent dans des situations vraiment très difficiles. Moi, j'ai vu des personnes qui sont dans des dépressions mais graves, qui sont hospitalisées, qui s'occupent même plus de leur famille, parce que le problème, c'est que aussi derrière, on ne parle pas de la famille. Mais la famille subit aussi. Parce que quand vous avez le père ou la mère qui sont victimes de ça, je parle du harcèlement sexuel, mais aussi le harcèlement moral. Hein. Mais c'est toute la famille qui en subit. Donc derrière, il y a toute une souffrance qui se met en place, des jeunes qui décrochent au niveau des écoles, des gens qui tombent dans l'alcool. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose c'est un fléau grave. Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'affaire de tous. Et plus on en parle, plus, je veux dire, on vient à l'aide de la personne qui en a besoin. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Merci beaucoup. Donc, avant de passer à notre deuxième partie, on va faire un petit interlude. C'est bizarre, un peu léger, plein milieu comme terme, mais oui, interlude, j'ose. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé l'émission Infrarouge qui a été diffusée sur France 2 récemment. Alors, j'espère que pas beaucoup, parce que sinon, ça sera moins intéressant. Et donc, dans cette émission, ça nous... Comment dire ? Ce qui était intéressant, c'était de voir si déjà on savait nous-mêmes définir qu'est-ce que c'est, en tout cas juridiquement, je parle juridiquement en France. Je ne parle pas de ce que chacun et chacune doit accepter comme comportement. Ça, c'est les sensibilités de chacun et de chacune. Mais juridiquement en France, quelle est la définition du harcèlement, en tout cas ? Et donc, à cette fin, ils avaient posé quelques questions. Donc, ils avaient donné quelques situations comme ça, en posant est-ce que c'est ou pas du harcèlement ? Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Moi-même, je me suis plantée plein de fois. Hein. Alors, je vous demandais de lire la première question, pas avec la réponse, hein, parce que sinon, évidemment... Un matin, un collègue siffle une collègue en lui disant « T'as un joli petit cul ». Alors, est-ce que c'est oui ou non du harcèlement ? Est-ce que quelqu'un... Juridiquement, je ne parle pas si vous trouvez ça bien ou pas, parce que bon, j'espère que... Pourquoi ? Qui trouve que c'est dans la rue ? Non, c'est un collègue, c'est au travail. Bravo, c'est exactement la réponse. C'est ça. Juridiquement, en tout cas, une fois, voilà. Mais alors, par contre, recommencez pas. Hein. On va faire un gros lourdeau. Alors, Sylvette, vas-y. Attention, pas continuer avec la réponse. Non. Un producteur propose une promotion à une de ses employées en échange d'un rapport sexuel. Alors, donc juridiquement, oui, car quand c'est...
Je vais reprendre mes notes, excusez-moi. Donc, même si c'est une seule fois, quand il y a une pression forte et qu'il y a un caractère clairement sexuel et pas uniquement une allusion sexuelle, c'est du harcèlement. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de répétition dans ce cas-là. Hein. Alors, à vous. Oui, là c'est ça. Oui, si quelqu'un dit ça, ouais, ça s'en est. Même si c'est une seule fois, il n'y a pas besoin de. Ouais. Ah oui, évidemment, oui. Là aussi, hein. Je crois que ce cas, c'est la seule exception à l'idée de répétition. C'est parce qu'il y a vraiment un moyen de pression. En fait, parce que là, il est précisé que c'est un supérieur. Voilà, c'est un supérieur hiérarchique. Alors justement, avant, il y avait cette notion de supérieur hiérarchique qui a été retirée en 2006, si je ne me trompe pas. Donc maintenant, il n'y a plus, même si c'est un collègue qui fait vraiment une proposition à caractère clairement sexuel, enfin en échange avec une pression forte. Non, c'est sûr, mais il y a un cas plus tard, tu vois. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. C'est la troisième. J'ai des problèmes de vue, donc c'est la troisième. Voilà. Alors, un directeur de production demande à un stagiaire, à chaque fin de pause déjeuner, de nettoyer la table commune. Alors bon, là, on a compris qu'a priori, c'était pas du harcèlement sexuel, mais donc est-ce que c'est du harcèlement moral ou pas? Quand c'est répété comme ça, si c'est pas dans les attributions de la personne, en effet, ça peut être considéré. Voilà. Quand c'est pas considéré comme dans les tâches définies par la personne normalement, on peut considérer en effet qu'un stagiaire n'est pas forcément là pour faire le ménage pour tout le monde. Voilà. J'y vais. Un collègue fait des propositions sexuelles à une collègue qui refuse. Tu veux tes notes? Alors, Ah bah, hein? il faut réfléchir un peu. C'est surtout qui a déjà refusé. Non, une fois. Non, qui refuse une fois. Oui, ouais, c'est Oui, au pluriel. non, mais c'est une fois. C'est une fois. C'est alors bon, peut-être qu'il y a un petit peu. C'est des propositions sexuelles. Et donc, oui. C'est qu'il voudrait faire plusieurs choses à la fois. Donc dans ce cas-là, oui, quand c'est clairement une proposition, de relation sexuelle, oui, c'est du harcèlement. C'est pas le t'as un joli petit cul, c'est quand est-ce que on va dans la pièce à côté, quoi. Voilà. Alors, le dernier. Une chef animatrice, suite à une séquence mal animée, critique point par point le travail d'un animateur en plein milieu du studio. Quelqu'un qui se lance? Il y a le fait de faire devant tout le monde. Après là, si c'est pas répété, je pense que juridiquement ça le saurait pas. Bon après je suis pas juriste, hein, voilà. Faudrait qu'il y ait répétition, mais en effet, par exemple le fait en effet de publiquement humilier quelqu'un à répétition, ça peut être considéré en effet comme du harcèlement. Enfin si on a des critiques à faire, peut le faire discrètement à la personne sans l'afficher devant tout le monde. Voilà. Tout simplement. Donc, peut-être que comme ça nous permet d'avoir une meilleure idée. Donc maintenant, on va passer à comment agir lorsque ça arrive. Voilà. Sur le moment. Alors, quand je vous ai posé cette question, Marc, comment est-ce que vous avez réagi? Vous m'avez dit. J'en ai aucune idée. Voilà. Non mais c'est vrai, j'en ai aucune idée. Voilà, ouais, j'en ai aucune idée. Je pense, en fait, j'avais lu les textes les textes sur le harcèlement et tout ça,
Et effectivement, à chaque fois, ils disent rapprochez-vous de votre DRH, de votre CHSCT, tout ça. Et je me dis, la moitié des boîtes, de nos boîtes n'ont jamais eu ça. Donc, un avocat. Hein, oui, un avocat, oui. Mais je veux dire, quand on est en interne, en directeur de studio, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là et tout ça. Donc, bon, ça m'est jamais arrivé non plus, donc je me suis jamais posé la question. Mais effectivement, je pense que déjà, il y a une notion que je trouve un peu bizarre ici en France, qui est moins, qui existe moins chez les anglo-saxons ou chez les germaniques, qui est la notion de délation. Ça n'est pas de la délation de dire qu'on a été victime d'un harcèlement. Et je pense que ça, c'est important parce qu'en France, on a un problème avec la délation. De toute façon, c'est historique. Voilà. Et donc je crois que c'est vraiment important pour nous de l'expliquer aux gens qui travaillent pour nous, quoi. Ça n'est pas de la délation. C'est juste dire les choses comme elles doivent être faites, comme elles doivent être dites. Voilà. Et en aucun cas, ça doit être discriminant de dire ce qu'on voit, quoi. Voilà. Et donc il y a ça. Je me suis d'abord dit ça. Je me dis bon, après tout, c'est pas de la délation. Il faut dire les choses. Voilà. Et puis après, effectivement, je pense que on pourrait identifier, au sein des studios d'anime, quelques avocats ou via votre association, quelques avocates, voilà, avocats ou avocates d'ailleurs, qui nous aideraient dans certaines démarches. Voilà. Si effectivement c'est répétitif et tout ça, bon, on a tous vécu le lourdeau qui fait une réflexion débile et on le prend à part et ça en reste généralement là parce qu'il prend conscience de son idiotie, s'il n'était pas dans un bon jour et puis il est bas du front et puis voilà, ça arrive. Voilà. Mais effectivement, dans ce cas de répétition, est-ce que comment on agit, quoi. Effectivement, je pense que avoir des gens référents via l'association pour dire voilà, si dans les studios, il y a des petits studios, hein, des studios très petits, vous avez ce genre de situation, vous pouvez toujours contacter telle personne ou l'association ou d'autres associations d'ailleurs. Jeanne Sylvette, toi tu avais quelques... Ah bah, allez-y. Je veux juste rebondir en sachant que la VHT a mis en place aussi une cellule d'écoute pour justement alors elle a été faite d'abord pour les victimes parce que quand elles se retrouvent dans ce genre de situation, elles ont envie de parler, mais elles ne savent pas à qui parler. Donc nous, aujourd'hui, nous avons énormément d'appels et nous avons mis en place une cellule d'écoute qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Alors c'est des cellules d'écoute où c'est que les personnes peuvent nous parler, nous dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont vécu anonymement. Puisque c'est très important aussi que les personnes puissent avoir, je vais dire, une oreille attentive à leurs problèmes. Alors après, ce qu'il faut aussi, et nous aidons beaucoup aussi les entreprises, c'est que les entreprises adhèrent au niveau de l'association pour que nous, on puisse, à la demande de la personne, je dis bien à la demande de la personne, faire un écho au chef d'entreprise pour le mettre au courant. Et aussi, depuis quelques années, nous aidons, que ce soit les entreprises petites, moyennes et grosses entreprises. Moi, j'interviens pour les RATP, j'interviens pour l'armée, j'interviens pour des grosses entreprises. Et aujourd'hui, nous avons mis de plus en plus, et pour revenir, l'association est partie prenante à l'école normale supérieure à Paris. Nous avons monté une cellule d'écoute et je suis aussi, j'ai oublié de le dire, je suis aussi médiateur. J'interviens quand c'est des problèmes d'harcèlement moral. Les gens n'ont pas envie forcément de partir en procédure. Donc nous intervenons à leur demande pour essayer de régler ce problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous aidons toutes les personnes et toutes les entreprises, puisque aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et tout à l'heure vous l'avez souligné, des fois c'est des petites entreprises où c'est qu'il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de médecin du travail, il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a pas de psychologue ou quoi. Hein, et c'est vrai que ces genres de petites structures ont besoin d'aide. Parce que des fois, elles ne réagissent pas. Et moi, je m'aperçois aussi souvent, elles ne réagissent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ne savent pas comment faire. Elles ne savent pas comment gérer le problème. Et au lieu d'essayer de trouver de l'aide, eh bien, elles font l'inverse.
elles font, je veux dire, la politique de l'autruche. Mais c'est très... Voilà. Nous aidons toutes les entreprises qui font appel à l'association. On peut les rencontrer, on peut voir ce qu'elles ont besoin, les conseiller. Il y a aussi, je veux dire, quelque chose de vraiment d'important, c'est qu'il faut aussi que les personnes se forment. Que ce soit les personnes, le personnel, mais aussi les chefs d'entreprise et les gens qui ont de la responsabilité. Il faut qu'ils se forment parce que moi, très souvent, les personnes viennent me voir, me disent, mais on ne savait pas si c'était du harcèlement, on ne savait pas si c'était ces personnes souffraient, on ne savait pas. Elles ne peuvent plus dire si elles ont eu une formation. Parce que à partir de là, je veux dire, même on est arrivé aussi à avoir des entreprises qui avaient, on va dire, c'était la monnaie courante chez eux. Le harcèlement, c'était quelque chose de quotidien. Mais c'est vrai qu'elles avaient toujours, quand nous on intervenait dans l'entreprise, elles nous disaient mais nous on ne savait pas. Alors c'est très important d'avoir une formation, puisque aujourd'hui la formation peut être aussi marquée dans le, on va dire dans le mot m'échappe, au niveau interne, dans le règlement, voilà, règlement interne. Donc voilà, c'est très important la formation, que ce soit pour les chefs d'entreprise, pour les responsables, comme pour les salariés. Beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais je reviens un peu sur des choses que vous avez dit tous les deux. C'est vrai que donc effectivement on a beaucoup de petites structures, donc il y a beaucoup d'outils qu'on n'a pas ou pas souvent, les assistantes sociales, les comités d'hygiène et sécurité qui peuvent éventuellement aussi agir à ce niveau-là, en tout cas qui peuvent écouter les victimes. Donc c'est pour ça qu'au début je parlais en fait de parler aux employeurs. En fait sous le terme employeur, la solution logique, c'est le supérieur hiérarchique le plus direct, puis s'il faut remonter plus haut évidemment, donc oui, tous les encadrants, hein, c'est vrai. Et c'est vrai que la médecine du travail, nous on a un accès très limité, bon c'est un peu comme tout le monde, c'est une fois voilà, c'est ça. Donc alors que ça pourrait être un assez bon outil, mais voilà, c'est des visites très espacées et auxquelles particulièrement, je ne sais pas si c'est spécifique à notre milieu, mais on les voit encore moins souvent que tous les 2 ans. Souvent. Donc voilà. Et par contre, je sais qu'au niveau des comités d'hygiène et sécurité, un certain nombre de syndicats essaient d'en mettre en place à l'échelle nationale parce que dans les entreprises, il faut avoir un certain nombre d'employés pour en avoir un. Donc, pour pallier à ça, il y a des efforts qui sont en train d'être mis en place pour en avoir qui feraient le tour régulièrement. Mais bon, ça reste des passages très 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 ponctuels, donc qui sont sans doute beaucoup moins utiles qu'une cellule d'écoute, je pense. Et après, je reviens sur le rôle des témoins, puisque si très souvent, je pense qu'Irène sera assez bien placée pour en parler, la victime elle-même peut se retrouver totalement paralysée ou tétanisée et ne pas savoir comment réagir, en tout cas la première fois, peut-être. Mais voilà, donc d'où l'importance que n'importe quelle personne qui voit ou entend le moindre petit signe de harcèlement puisse, elle, être en capacité de réagir. Elle n'a pas la tétanie ou la pression qui peut être exercée sur la victime. Puis, quand tu parles de délation, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le collabo, c'est plus celui qui se tait, parce qu'il aide l'oppresseur, quoi. Donc, voilà. Et après, à l'échelle individuelle, j'en ai absolument aucune idée. Enfin, je pense que c'est très spécifique, il y a beaucoup de cas par cas. Il y a peut-être des règles générales. Je veux juste rebondir sur le médecin du travail. Il faut savoir que le médecin du travail a un rôle important dans l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous venez de dire, le médecin du travail, on le voit même pas 2 fois, une fois tous les 2 ans. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne peut saisir le médecin du travail, même en dehors de l'employeur. C'est-à-dire, tout à fait, le médecin du travail, vous pouvez, si demain vous avez un problème, vous demandez un rendez-vous au médecin du travail, hein, même sans l'accord de votre employeur, il va vous recevoir. Il va vous recevoir. Alors je vais vous dire, madame, si demain vous avez un problème
vous m'appelez, moi j'appelle le médecin du travail. Et je peux vous dire qu'il va vous reprendre. Ah ben, écoutez, non mais 6 000. Non mais moi très souvent, non mais c'est vrai que c'est une réalité ce que vous dites, madame. C'est une réalité. Mais je peux vous dire que quand nous on appelle le médecin du travail, on sait quoi lui dire. Hein. On sait quoi lui dire. Et je peux vous dire, dans la semaine qui suit, vous avez un rendez-vous. Hein. Sur les cas de harcèlement, oui, bien sûr. Si vous avez mal aux pieds, non. Pardon. Ça va. Ah, Alors, on était où là? Comment agir à titre individuel, parce que finalement, quand ça nous arrive, parce que Garance, c'est essentiellement ce que vous faites, apprendre aux personnes en prévention, si ça arrive aussi. Ouais. Avant que j'entre dans les détails, je voudrais quand même dire qu'il faut bien se rendre compte que le harcèlement, c'est un mécanisme de domination et où d'emblée on se trouve dans une situation désavantagée, que ce soit parce qu'il y a une inégalité ou parce qu'il y a des rapports de pouvoir hommes-femmes, parce qu'il y a des rapports de pouvoir entre CDI, contrats plus précaires, parce qu'il y a des rapports de pouvoir par rapport à Français immigrés, blancs, noirs, etc., etc. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est montrer le choix qu'on a de stratégie, mais ça revient quand même toujours encore à chaque personne de voir dans ma situation qu'est-ce que moi je préfère faire là, qu'est-ce qui comporte pour moi le moins de risques au niveau de l'énergie que j'ai envie de mettre, qu'est-ce qui me convient le mieux, etc. Alors, dans les stratégies, il y a la fuite, elle a déjà été évoquée, qui est tout à fait légitime. Hein, on n'a rien à prouver, on n'est pas forcé à rester là pour montrer qu'on est plus fort que les autres ou ce genre de choses. Si vous considérez que ça ne vaut pas la peine ou que ça va vous coûter trop cher de rester là et essayer d'arranger l'affaire, vous avez la possibilité de partir. Il faut, ou la fuite, ça peut aussi être ne pas répondre. Je reste là et je laisse passer. Il faut quand même savoir qu'il y a un certain risque que, pas uniquement que les choses continuent, mais qu'elles s'empirent, parce qu'il n'y a pas d'obstacle pour la personne qui harcèle. Voilà. Autre stratégie qu'on peut utiliser, c'est de rendre public. Dans les différents exemples évoqués là tout à l'heure pour voir est-ce que c'est du harcèlement ou pas, moi je trouve que ça montre quand même assez clairement que la loi n'est pas le meilleur instrument pour intervenir en cas de harcèlement, parce que chacune des situations est désagréable. Dans chacune de ces situations, on va se sentir mal, mais seulement certaines vont être reconnues comme harcèlement par la loi. Et donc, rendre public les choses, ça peut se passer de manière plus informelle, ce qui peut aussi être une forme de solidarité, genre créer les petites listes noires où il faut plutôt pas aller travailler. Ça peut être vraiment rendre public pour essayer de pousser l'employeur à prendre sa responsabilité à l'intérieur de l'équipe ou aussi vers l'extérieur, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'employeurs qui ne voudraient pas trop avoir une mauvaise réputation, que ce soit à l'échelle du monde de l'animation ou même plus large. Hein. Autre stratégie qu'on peut utiliser, c'est de chercher des alliés, parce que souvent, quand il y a une personne qui harcèle, elle se ne limite pas à une seule victime, mais il y en a plusieurs, et ça peut être à plusieurs reprises dans le temps ou plusieurs victimes à la fois. Hein. Et donc, si on commence à parler, à écouter un peu autour de soi, on va assez probablement trouver d'autres personnes qui ont déjà vécu la même chose avec cette personne-là, et plus on est à pouvoir témoigner, plus on aura aussi du pouvoir après pour faire bouger les choses. Il y a la possibilité de la confrontation. Donc confrontation, ça veut dire poser une limite claire, dire clairement ça, j'aime pas, ou de demander un changement spécifique. Juste pour vous donner un exemple, le compliment, hein, donc ça semble tout à fait anodin, mais il peut quand même y avoir des messages problématiques dedans. Donc par exemple, si j'arrive le matin au bureau et mon chef me dit que mon pantalon il est vraiment très beau, je peux lui dire que merci pour le compliment, mais en fait là où vous me faites un compliment sur mon apparence physique, moi je préfère que vous me faites des compliments sur mon travail.
Donc, vous voyez, c'est une manière de poser une limite où je ne rentre pas tout de suite complètement dans l'art, mais je dis clairement ce que je veux pas. Et ça permet de mener les choses sur un terrain où je me sens plus à l'aise. La confrontation peut aussi être plus rentrer dans l'art, ça dépend de la situation. Hein. Donc, s'il y a quelqu'un à la photocopieuse qui me met la main sur la fesse, hein, je peux aussi très, très clairement dire, là, ta main sur ma fesse, je n'aime pas ça, tu l'enlèves tout de suite. Voilà. Et finalement, pour des situations où on ne peut pas partir pour une raison X ou Y, on a décidé que ce n'est pas possible. Des situations où on a déjà essayé les autres stratégies et rien n'a marché. On peut aussi essayer l'intervention paradoxale, c'est-à-dire faire ou dire quelque chose qui, dans cette situation-là, ne fait pas de sens. Donc, si mon chef commence à s'étaler sur comment c'était mon week-end et si j'ai un copain et machin truc, et vos chaussettes ont quelle couleur aujourd'hui? Donc, commencer avec quelque chose qui n'a ni queue ni tête pour le déstabiliser, pour faire de sorte qu'il ne sait plus trop ce qu'est le biais danser avec moi. Ce qui me donnera de l'espace pour souffler un peu et pour peut-être vite réfléchir à qu'est-ce que je dois faire ou partir. Ou voilà. Ça ne va pas résoudre le problème de base, mais ça, dans l'instant, ça pose quand même aussi, ça freine. Hein. C'était lent, harcelant. Ayette, peut-être dire peut-être des idées qui te viennent, ou alors comment tu as réagi? Moi, oui, je pense que pour les postes comme les miens où on est intermédiaire, moi de ce que un peu j'ai compris, c'est que moi je me suis dit que c'était pas à nous de juger si c'était du harcèlement ou si voilà, dès qu'il y a un problème de comportement, dès qu'il y a une situation, notre rôle à nous c'est de faire remonter l'info, et je pense que c'est quand même toujours plus évident quand il y a une personne extérieure qui est d'autant plus spécialisée dans ce domaine pour traiter ce sujet. Parce que quand on est proche des opératifs, hein, quand on est dans la situation en question, je pense que c'est assez compliqué et c'est mieux d'avoir quelqu'un vraiment d'objectif et de nommer une personne référente dans l'entreprise pour tous ces sujets-là, et après ça va être cette personne qui traite directement, mais en tout cas elle a les relais ensuite pour gérer la situation. Après je pense ce serait bien d'aider aussi donc les jeunes filles à avoir des outils en effet pour se sortir de ces situations, parce que bon, même si donc on dit que c'est aux personnes aussi de mettre des limites, mais il y a des personnes qui arrivent à supporter ça, et en fait elles se posent même pas la question de dire en fait est-ce que en fait je dois me permettre de supporter ça en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de solidarité féminine notamment un peu renforcée, et oui, c'est pas que l'affaire des employeurs, enfin je pense que c'est aussi tout le monde. Et aussi, je voulais préciser que moi, dans le cas que j'ai connu, il y a quand même beaucoup de collègues hommes, en fait, qui ont vraiment soutenu cette situation et qui sont venus me dire non, c'est pas normal. Donc c'est quand même positif. Moi, je trouve qu'il y a une prise de conscience vraiment collective et aussi parmi les hommes. Voilà. Et tout n'est pas perdu. Non. Plutôt positif. Donc, on va passer à la dernière partie. Donc là, vraiment, la situation est comme ça. Il y a eu un harcèlement ou agression, ça peut arriver aussi. Donc là, on va parler plus, tout ce qui peut être recours aussi un peu juridique. Bon, ça va y avoir un peu un rappel finalement de la table ronde de l'année dernière, mais bon, c'est important, il faut le faire aussi, on le dit jamais assez. Donc peut-être... Donc sur le plan juridique, bon, il y a une loi qui existe, et c'est vrai que cette loi, enfin pour moi, la loi, elle est, on va dire, elle est pas suffisamment adaptée à la situation. Je pense que c'est une loi qu'il faudrait revenir dessus, améliorer, parce qu'on peut toujours améliorer une loi,
apporter des outils pour, je veux dire, pour déjà au niveau de comment dirais-je, de pouvoir trouver des personnes qui vont pouvoir être officiellement, je veux dire, mandatées par l'État pour l'inspection du travail dans l'entreprise. Bon, on peut parler aussi des syndicats, le rôle des syndicats, mais c'est vrai que les syndicats aujourd'hui sont aussi, je veux dire, pas suffisamment formés. Donc je pense qu'il faudrait éventuellement tout reprendre et apporter des solutions au niveau de cette loi. Donc, pour revenir au niveau de la justice, bon, c'est vrai que les gens déposent plainte, mais moi je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de freins. Il y a un frein déjà sur le plan financier, puisque déposer une plainte, il faut prendre un avocat c'est cher. Donc moi je conseille aux personnes de prendre des protections juridiques. C'est des assurances qui vont vous aider après, si vous en avez besoin, de pouvoir après partir en procédure sans avoir le souci de comment je vais payer cet avocat. Et très souvent, j'ai des personnes qui ne déposent pas plainte parce qu'elles n'ont pas d'argent, elles ne savent pas comment faire. Des fois, elles ont des très bons dossiers, nous on le voit, on a des très bons dossiers, mais malheureusement, financièrement, elles n'ont pas d'argent. Donc, c'est des personnes qui laissent tomber. Donc, de plus en plus, maintenant, il faut que les gens prennent une assurance. C'est malheureux, il va falloir payer aussi un petit peu. Mais bon, les protections juridiques, c'est pas tellement cher, mais c'est vrai que quand on en a besoin, eh ben, elles sont là. Moi, j'ai de plus en plus de personnes qui ont des protections juridiques auxquelles ils ont un bon dossier, et à partir de là, elles peuvent partir en procédure. Ça, c'est très important. La protection juridique, aujourd'hui, je veux dire, on prend des assurances un petit peu pour tout, mais il faut aussi prendre des assurances pour se prévenir des problèmes professionnels qu'on peut rencontrer. Merci. Peut-être que Marc a quelque chose à dire. Ah, ça devient trop technique. Oui. Et donc, en tant qu'employeur, dans les équipes dirigeantes en tout cas, vous avez dit, enfin voilà, c'était au cadre aussi vraiment d'agir. Qu'est-ce que vous pensez peut-être qu'il faudrait mettre en place là, après Peut-être que ça serait bien de mettre en place dans les contrats de travail aussi une clause. Elle n'existe pas aujourd'hui. Enfin, je n'ai pas vu de clause dans les contrats de travail des encadrants, ni des intermittents, ni des CDI d'ailleurs sur le harcèlement. Peut-être juste une feuille additionnelle au contrat de travail qui pose un peu, qui récapitule en fait toutes les possibilités qu'on a évoquées aujourd'hui, mais aussi le fait que on peut parler, on peut aller voir son supérieur hiérarchique, et si c'est avec le supérieur hiérarchique avec lequel on a un problème, on peut aller voir le patron. Et si c'est avec le patron avec lequel on a un problème, on peut appeler un avocat ou une association. Voilà. Je pense que ça serait bien d'avoir ça dans nos contrats de travail. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, au moins, ça a le mérite de dire et de dire déjà aux gens qu'on engage, nous, qu'on embauche, que nous, on sait, on a été formés, on connaît ça, et qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Voilà, puisque c'est marqué dans votre contrat de travail. Et voilà. Et à partir de là, déjà, c'est une première démarche. Je pense qu'elle c'est pas la plus compliquée de toutes. Et peut-être après, effectivement, refaire des tables rondes comme celle-là assez régulièrement, voir avec l'Eureka ou les écoles aussi ce qu'on peut faire. On a un syndicat des producteurs d'animation qui quand même représente une grosse partie des entreprises du secteur. Donc peut-être que le syndicat peut aussi, avec les écoles, avec l'Eureka, qui représente aussi une grande partie des écoles d'art, faire ne serait-ce qu'une communication ou organiser une journée là-dessus. Voilà, enfin, il y a plein de possibilités. Encore une fois, c'est pas un énorme secteur, donc je pense qu'on peut s'en sortir. La seule chose, c'est que effectivement, aujourd'hui, il y a une mobilité, il y a des régions qui deviennent de plus en plus fortes. Donc, on est amené, nous, à ne plus considérer que notre petit côté parisien, mais effectivement normal. Par exemple, un studio à Angoulême depuis des années. Certains ont des studios à Valence. Il y a le Nord qui va s'y mettre. Enfin voilà, qui s'est déjà mis d'ailleurs, mais qui va grossir encore un peu plus. Voilà, il y a plein de, et dans toutes ces régions, il y a des relais.
Et donc avec ces relais, on peut très bien organiser des tables rondes avec un représentant du syndicat des producteurs, avec un représentant du RECA, avec une représentante des femmes s'animent, et faire voilà, deux, trois fois, enfin au moins une fois par an déjà, une table ronde de la même façon qu'on l'a fait aujourd'hui ici, dans ces régions, quoi. Moi, ça va peut-être faire la boucle avec la prévention. Parce que, oui, effectivement, alors les écoles, c'est quelque chose dont on peut parler. J'ai eu la chance d'avoir fait 3 écoles différentes. Et dans chacune d'elles, j'ai été témoin ou subi, dans des moindres mesures, du harcèlement moral et sexuel. Donc au-delà même de la question de sensibiliser, en fait, il faut déjà agir. Et dans 2 d'entre elles, en fait, il y avait des cours de droit. À petite proportion, mais alors c'était du droit spécifique à l'animation, donc plutôt porté sur la propriété intellectuelle ou des choses comme ça, mais des questions comme ça, elles ont vraiment leur place en fait dans ce genre de cours, ou si les cours n'existent pas déjà, à raison de quelques heures seulement, même par année, c'est quelque chose qui peut vraiment se mettre en place assez facilement. Et dans beaucoup d'écoles d'animation, on a aussi la chance d'avoir comme professeurs des intervenants qui sont des professionnels actifs du secteur, donc qui sont totalement au fait des réalités, hein, et qui sont tout à fait capables de nous aiguiller, d'apporter des témoignages, de nous dire un peu comment ça se passe. Et si eux-mêmes ne sont pas formés, voilà, faire venir des experts sans problème. Et je pense que c'est quelque chose de facile à mettre en place. Donc voilà, la question de la sensibilisation, elle commence aussi dès les écoles, parce que quand on parlait des jeunes, du milieu jeune, en fait, ça commence pas au travail, ça commence avant. Oui, de toute façon. Oui, l'autre chose, c'était que dans la plupart des cas, enfin, ou en tout cas très souvent, la personne qui exerce un harcèlement sur l'autre a souvent une position quand même ascendante sur elle. Il se trouve que dans nos milieux, ça va être des personnes qui restent plus longtemps, qui sont plus souvent affiliées ou associées à des studios, qui bénéficient en ça d'une petite protection, dans le sens où ils sont moins mobiles. Et les victimes, comme je le citais tout à l'heure, si elles décident de partir, et bien en fait finalement elles laissent la place à d'autres victimes potentielles. Ça tourne beaucoup, et si effectivement l'agresseur est quelqu'un qui reste dans le studio, là donc on multiplie les victimes et on a un agresseur qui reste en place. Ce qui commence à se faire, c'est bon, oui, on connaît tous les Tumblr, mais qui sont anonymes de témoignages. Mais il y a aussi, grâce aux réseaux sociaux, des moyens de faire juste de signaler, de dire attention, cette personne-là, il faut faire attention. Je sais que c'est quelque chose qui a commencé à se faire un petit peu sur les plateformes de recrutement des réseaux sociaux, comme sur Facebook. Il y a quelques personnes qui tentent de lancer des alertes. Lorsqu'on a une annonce d'emploi qui tombe et qu'on voit que c'est un projet avec telle ou telle personne, on peut avoir, alors sans que ce soit aujourd'hui trop répandu, mais il y a des gens qui commencent à savoir, puisqu'on est quand même dans un petit milieu, à dire attention, cette personne-là, il faut savoir qu'il y a déjà eu des problèmes avec, et le fait qu'on tourne, ça peut aussi aider pour ça. Mais je trouve qu'on n'a quand même pas énormément de communication là-dessus, pas encore assez. On n'a pas beaucoup de plateformes de recrutement sur lesquelles on peut commenter, tout simplement, ou discuter. Il y en a sur Facebook, mais il y a même de la censure dessus. On n'a pas énormément de choses sur lesquelles on peut s'exprimer librement, parce qu'il y a des... Bon, je connais des plateformes où des gens se sont fait exclure pour avoir un peu trop parlé. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'on pourrait ensemble... en association ou en collectif, mettre en place juste des zones, des lieux liés à l'emploi et au recrutement où on puisse parler librement, en fait. Bon, preuve à l'appui, hein, bien sûr, mais voilà, mettre en garde, discuter, communiquer. Voilà. Je sais pas qui veut.
C'est pas parce que le harcèlement, c'est pas parce que le harcèlement est déjà arrivé que la seule option qui reste, c'est aller en justice. Donc du côté de l'employeur ou de là ou du responsable, on peut aussi, si on entend qu'il y a eu un problème, confronter. On peut faire ça collectivement et annoncer à toute l'équipe, voilà, on m'a dit que telle chose est arrivée, et je suis très spécifique, sans forcément qu'on sache reconnaître qui est qui. Et de dire, je rappelle que si vous êtes témoin de ce genre de situation, vous êtes responsable d'intervenir et aussi de m'en informer. Je rappelle aux victimes de ce genre de situation que je suis là pour les soutenir et vous pouvez être sûr que la porte est ouverte. Et aux auteurs de ce genre de comportement, je leur rappelle que ce n'est pas souhaité chez nous et qu'ils risquent d'avoir des ennuis s'ils continuent. Et donc, ça me permet, sans avoir fait une enquête, sans avoir de preuves, d'intervenir, de poser une limite assez claire. Et je peux aussi prendre la personne, si je sais qui c'est qui pose problème, sous 4 yeux, et lui dire très clairement, on m'a dit que tu aurais fait ça. Je ne suis pas là pour enquêter si c'est vrai ou pas, mais sache que ça ne doit pas se reproduire. Oui, mais j'ai rien fait. Non, je ne veux pas que ça se reproduise. Peut-être si tu n'as rien fait, tout va bien, donc on est d'accord que ça ne doit pas se reproduire, mais si jamais tu l'as fait, ça ne doit pas se reproduire. Voilà. Et donc, ça permet aussi de trouver des solutions à les situations sans chaque fois passer par la justice qui est lente, qui coûte cher, où on n'est pas sûr du résultat. Et il y a quand même pas mal de choses qu'on peut régler aussi entre nous si on prend ses responsabilités. Le problème, c'est que dans nos formations, il y a quand même pas mal de femmes qui viennent, qui ont vécu de harcèlement et qui disent j'ai été chez mon supérieur ou ma supérieure, j'en ai parlé, ils m'ont dit oui, mais entre adultes, on devrait quand même trouver une solution à votre conflit, comme si c'était un conflit et pas une position, une situation de domination de l'un par l'autre. Et sinon, je vous encourage très chaleureusement, si vous dites « Ah, ça m'intéresserait bien de savoir comment mieux réagir », de suivre des formations. Et vous avez la chance qu'à Paris, il y a 2 associations qui proposent des cours d'autodéfense. Donc, moi, j'ai mon association à Bruxelles, ce qui n'est pas très loin non plus, mais c'est quand même mieux à Paris, n'est-ce pas? Il y a une association qui s'appelle ARCAF, ou ARCAF, qui propose des cours d'autodéfense selon la méthode riposte. Et il y a l'association Loreley, avec EI à la fin, qui propose aussi des cours d'autodéfense pour femmes. Et ça, c'est notre méthode qui s'appelle le Setoboué. Et je peux vous annoncer qu'il y a une formation prévue le 9 et 10 décembre. Donc, si la motivation est toute fraîche, inscrivez-vous. On les trouve sur Facebook très facilement. N'est-ce pas? Oui, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et ouais. Avec les événements reçus, j'ai vu un certain nombre de studios qui commençaient à afficher les articles du Code du travail concernant l'égalité, déjà la parité, et la définition du harcèlement, effectivement, moral et sexuel. C'est bien. Vous voulez poser une question?
Merci. Pardon. Qui est-ce qui veut... Oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est vrai qu'on a évoqué le fait que quand une femme est harcelée, elle a la possibilité de s'en aller. Quand un homme est harceleur, est-ce qu'on a la possibilité de le foutre à la porte ? Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Et il faut quand même rappeler, je ne suis pas une grande fan des Américains, loin de là, mais ils ont quand même cette qualité. On a vu très récemment l'histoire de John Lasseter. Il a été accusé et il a été renvoyé. Voilà. Et il s'est mis en dispo pendant 6 mois, mais au moins, il y a un acte qui est posé. Donc, quand dans une entreprise, quelqu'un ou plusieurs personnes viennent se plaindre de quelqu'un d'autre, est-ce que le principe de précaution n'est pas de demander à cette personne d'aller voir ailleurs ? Le problème, il faut que ça soit avéré. Puisque c'est comme, je veux dire, s'il y a une accusation ou plusieurs accusations sans preuve, là, vous allez vous retrouver avec la personne qui va se retourner contre l'employeur s'il le licencie. Ah ben là, disons que si vous préférez, il faut d'une part, il faut déjà qu'il y ait une déposition de plainte. Ça, c'est la première des choses. Pour dire c'était de l'humour, c'était du second degré. Ils invoquent tout plein de bonnes raisons qui peuvent, quand on ne connaît pas la personne. C'est toute la difficulté, voilà, tout à fait. Quelles preuves peuvent étayer un dossier de plainte? Les preuves, également. c'est vos collègues de travail qui peuvent témoigner. C'est aussi le fait que si vous vous faites arrêter par un médecin et que vous lui faites, qui vous arrête pour ce motif-là, il peut aussi en attester. Moi, je conseille aussi aux personnes qui sont victimes d'aller voir aussi un psychiatre, puisque le psychiatre, c'est un médecin qui peut, je veux dire, puisque nous, on se retrouve très souvent confrontés à des personnes qui sont en maladie et qu'on dit que c'est des arrêts de complaisance. Donc, quand ces personnes qui sont victimes, elles vont voir leur généraliste, elles se font arrêter, mais après, si ça doit durer, elles vont aller voir un médecin, un psychiatre ou un psychologue, mais plutôt un psychiatre pour plusieurs raisons. Le psychiatre, il est remboursé, le psychiatre peut prescrire des médicaments si vous en avez besoin, et le psychiatre peut faire des attestations qui sont au niveau officiel, au niveau pour la justice. Voilà. Après, le problème, c'est tout à fait la difficulté de pouvoir apporter des preuves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le devoir d'alerte des personnes qui sont... Parce que moi je vois, j'interviens beaucoup dans des entreprises, et je pose des questions, on me dit très souvent, oui, mais ça, on le savait. Vous le savez, mais vous n'avez rien dit. Donc voilà. Alors, il y a aussi une chose, c'est que quand les personnes déposent plainte, qu'elles ont un dossier et qu'elles n'ont pas suffisamment de preuves, mais elles partent en procédure, il faut toujours plus ou moins, demander à l'avocat qui demande au tribunal de nommer les personnes à la barre. Parce que là, c'est différent. Les personnes sont protégées et en plus, elles ne peuvent pas mentir. Si on leur pose certaines questions, elles sont obligées de dire la vérité. Non, mais c'est... Vous parlez des témoins. Vous parlez des témoins. Je parle des témoins, oui, bien sûr. Je parle des témoins. Oui, donc elles sont obligées, parce que moi, j'ai assisté à des procédures. Je peux vous dire que la personne, au départ, elle ne voulait rien dire, mais quand elle s'est retrouvée devant la barre, elle a été obligée de dire la vérité. Et elle est protégée. Puisque si elle a des problèmes après le témoignage, là, elle peut faire constater qu'elle a eu des problèmes après le fait qu'elle a témoigné au niveau du tribunal, et là, à partir de là, elle est protégée. Je voulais rappeler juste l'avocate Isabelle Mathieu qui était venue l'année dernière avait aussi expliqué comment on pouvait construire un dossier avec des preuves écrites, puisqu'il arrive aussi que le harcèlement, qu'il soit moral ou autre, se passe à travers des messages qui sont communiqués par SMS, par mail, etc. Tout à fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux personnes de tenir un carnet, un historique, de dire, voilà, tel jour à telle heure, il s'est passé ça, il y avait telle personne présente. Puisque après, on l'oublie. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, on oublie tout ça. Donc, c'est bien de garder un historique de ce qui s'est passé.
De dire, voilà, tel jour à telle heure, il s'est passé ça, il y avait telle personne ou il y avait personne, on m'a dit ça, voilà. Et c'est parce que ça fait partie aussi des preuves qu'on peut apporter, qu'on peut chronologiquement, parce que voilà, le problème du harcèlement, c'est faut que ça soit répété. Donc voilà, tout c'est chronologiquement. Et à un moment donné, on arrive à trouver des faisceaux d'informations qui va, bien entendu, aider l'avocat qui va vous défendre. Et je veux dire que nous aussi, au niveau association, nous avons sorti une application sur un smartphone auquel on peut prendre des photos. Alors, vous me direz, c'est vrai qu'au niveau de la justice, ce n'est pas suffisamment recevable. Mais ça vous permet, surtout à vous, de pouvoir dire, parce que des fois, on n'a pas un carnet, on n'a pas un stylo pour marquer, se dire, voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une application, nous avons sorti une application où c'est qu'on appuie sur le téléphone, on dit, voilà, tel jour à telle heure, il s'est passé ça. On prend des photos. Parce que très souvent aussi, surtout pour le harcèlement moral, on essaie d'isoler la personne. Et dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, eh bien, les personnes, on les met à l'écart. Elles n'ont pas de travail. Elles n'ont rien. Donc, c'est aussi de pouvoir prendre des photos pour pouvoir prouver dans quelle situation on se trouve. Et c'est tous ces faisceaux d'informations où c'est qu'on arrive à trouver, on arrive à prouver ce qu'on a vécu et ce qu'on veut faire valoir au niveau de la justice. On a évoqué à plusieurs reprises les spécificités de notre métier au sens petite structure, qui n'ont pas de RH, qui n'ont pas de médecin du travail, même pour la visite traditionnelle. Et on a évoqué aussi, et à mon sens pas assez, le fait que notre milieu est basé sur le réseau. Beaucoup, énormément. Et donc aussi sur la réputation de la personne. Ce problème-là, du coup, a un impact aussi bien pour les harceleurs que pour les victimes. C'est-à-dire qu'une victime qui porte plainte et qui trouve oreille close, enfin oreille bouchée, comme on disait tout à l'heure, peut, pour être assez cavalière, passer pour une chieuse. Et une réputation de chieuse, ça nuit au recrutement si d'autres personnes qui ne sont pas sensibles à ça on vend ça. Donc ça, c'est déjà un problème majeur. Comment porter sa plainte, pas forcément juridiquement, mais déjà le faire savoir, parler du fait qu'on a rencontré quelqu'un, en parler autour de soi, etc., sans passer pour une chieuse, et donc que ça ne nuise pas à nos possibles jobs futurs. Et aussi, côté harceleur, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans la dérive de « j'ai eu le sentiment d'être harcelé, mais est-ce que c'est avéré, est-ce que c'est prouvable et comment… » et dire à tout va, voilà, cette personne-là, méfiez-vous-en, sans vraiment arriver à apporter une preuve. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans cette dérive-là. C'est compliqué. Et on parlait beaucoup du harceleur présent sur place dans le studio, mais il y a des harceleurs intermittents qui bougent dans des boîtes. Et j'ai notamment une connaissance qui a été harcelée dans un studio. Elle a bougé de studio, ce harceleur a bougé de studio et ils se sont retrouvés dans un même autre studio. On n'est pas au courant forcément tout de suite des équipes avec qui on va être amené à bosser. Comment éviter ce genre de problème, comment y réagir. Et moi, en tant que production, je ne sais pas comment agir justement vis-à-vis de ça. Je ne vais pas enquêter sur le passif de tout le monde, quoi. Donc, c'est vrai qu'on parle pas du télétravail et compagnie en plus, c'est vrai en effet. On a aussi eu des témoignages de personnes où c'était pas forcément sur le même lieu. C'est à distance, c'est juste par message. Par Skype aussi, ce genre de choses. Et c'est aussi, ça peut être aussi très désagréable. Voilà. Moi, c'était par rapport justement à la prévention. Et les témoignages là de ce qui vient d'être dit, je pense que la solution, c'est qu'en fait, il ne faut plus que ça arrive. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Parce que courir, effectivement, après des dossiers qui sont déjà passés ou qui sont encore en cours, et on sait que c'est compliqué pour plein de raisons, même sur les réseaux, de s'exprimer. Les gens, même s'ils sont anonymes, c'est toujours recoupé avec des infos. Moi, j'ai eu affaire j'ai recueilli certains témoignages où on m'a demandé, même s'ils étaient anonymes, de les retirer parce que les infos étaient assez précises pour que tout le monde puisse recouper qui était la personne qui avait témoigné. Et il lui arrivait ce que tu viens de dire, c'est qu'elle se faisait blacklister d'avoir osé dire un truc, puisqu'il y avait une solidarité masculine, entre guillemets, mal placée, qui blacklistait des nanas qui osaient dire, sans même porter plainte, ne serait-ce que dire, il m'est arrivé ça.
Donc moi j'ai eu plein de témoignages là-dessus comme ça. Donc l'idée c'est que ça n'arrive plus, et pour que ça n'arrive plus c'est la prévention. Et les tables rondes qui passent, c'est pas mal, mais je pense qu'il faut qu'on aille dans les entreprises. Parce que les gens qui sont concernés vont pas venir aux tables rondes. Ou alors... Donc moi je pense qu'un des trucs c'est les tables rondes, il faut qu'elles aillent dans les entreprises. On fait le jour du harcèlement dans l'animation. Et vous, voilà le petit groupe, on va dans les entreprises à l'heure du déj. Non mais c'est ça qu'il faut faire, il faut aller là où ça se passe. Il faut faire des réunions d'information dans l'entreprise, je suis d'accord voilà. avec vous. Et pas attendre que les gens viennent. Parce que ici ça devrait être plein ce soir. Donc il faut aller où ça se passe. Et voilà, et parler aux gens directement. Et ça c'est une vraie prévention parce qu'au moins ils seront obligés d'entendre. Tu es employé, tu es convoqué pour une réunion de travail qui est ce sujet-là. Et déjà, ça va préparer les jours, les mois, les années à venir pour éviter qu'on se retrouve à... Voilà. On ne pourra pas effacer ce qui arrive, mais on peut préparer la suite. Voilà. Mais nous, ce qu'on fait de plus en plus, c'est que les entreprises font appel à l'association pour une demi-journée, pour une journée, pour expliquer ce que c'est déjà le harcèlement moral, parce qu'il faut aussi l'expliquer. Et puis, il faut aussi responsabiliser les personnes en disant, voilà, si vous agissez comme ça, vous risquez ça. Et après, on donne toute une méthodologie disant, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous êtes au courant. Vous ne pouvez pas dire, je ne suis pas au courant. Maintenant, c'est à vous de respecter la personne. Et si vous ne respectez pas, ben vous prenez vos responsabilités. Nous, on a beaucoup d'entreprises, surtout on va dire des moyennes entreprises, des petites entreprises. Et très souvent, le chef d'entreprise, je veux dire, 15 jours après, 3 semaines après, nous rappelle et nous dit, effectivement, votre passage dans l'entreprise a fait son effet. Je voulais rajouter un petit mot sur ce que tu disais l'année dernière. Oh, pardon. Non, allez-y. Je fais très court. Sur le fait de constituer un dossier, d'avoir des preuves, l'avocate, l'année dernière, avait donné un truc qui était intéressant, au-delà de conserver les messages qu'on pouvait recevoir. Elle proposait de faire ses propres preuves écrites soi-même en envoyant un email à notre harceleur en disant « Écoute, voilà, je me plais beaucoup dans mon travail, j'ose pas t'en parler de vive voix, j'ai peur de te contrarier ou de pas savoir m'exprimer, ou je suis très impressionnée et tout. Mon boulot me plaît énormément, mais quand je vais chercher des trucs dans l'armoire à fourniture, ça me met tellement mal à l'aise que tu viennes derrière moi, etc. » Et en fait, en écrivant soi-même ce type d'email, elle expliquait que dans la plupart des cas, ça arrêtait complètement le harceleur qui se rendait compte qu'il y avait des preuves écrites qui commençaient à être constituées par le harcelé lui-même. Et que ça, c'est vraiment une manière très très simple de se constituer son propre dossier en envoyant ce type d'email le plus, elle précisait, le plus naïf possible. Ce qu'il faut, c'est que la peur change de camp. Oui, c'est ça. Je voulais rajouter à ce besoin de formation dans les entreprises aussi le besoin de déconstruire les stéréotypes de genre, ce qui aura aussi l'effet que les productions en animation vont être meilleures parce que ça va libérer la créativité, n'est-ce pas? Oui, j'avais une question qui fait suite aux précédentes, où Sarah disait en tout début de table ronde qu'il y a 95% des femmes qui déposaient plainte perdaient leur emploi. Parce que concrètement, quand on dépose plainte, c'est aussi souvent envers quelqu'un qui a l'ascendant, donc le ou la supérieure hiérarchique, et donc qui a le soutien de tous les CDI de la boîte, de tous les autres supérieurs hiérarchiques. Donc concrètement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, si c'est en effet un des permanents de la boîte qui nous harcèle, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, ou même vers qui on peut se tourner s'il n'y a pas de RH, s'il y a rien en fait? Ouais, déjà c'est du boulot. Voilà, les cellules extérieures, du coup. Voilà. Je vais revenir sur Babette. Je vais me renseigner, mais logiquement, je ne sais pas s'il y a une clause de présomption de harcèlement qui justifierait une mise à pied, par exemple, une mise à pied immédiate, qui permet... Tu veux raconter? Oui. Voilà. Donc on peut considérer... Je pense pas que ça soit tout à fait le cas parce que le patron est responsable. Enfin, c'est très très grave. Je veux dire, quelqu'un qui ne prend pas devant des faits avérés des dispositions prend des risques très importants, il me semble. Je suis pas juriste, mais je te donne le micro. Je veux juste rebondir. C'est vrai, ça existe dans la fonction publique. Malheureusement, dans la fonction publique, au niveau du privé, c'est différent. Les gens, je veux dire,
n'ont pas le même comportement. Je parle pour la responsabilité des personnes. Hein, ne réagissent pas comme ça. Je veux dire, d'une façon différente. Dans la fonction publique, aujourd'hui, moi j'ai vu des personnes qui ont harcelé, même presque limite viol. La personne, elle a été, la victime a été déplacée et la personne qui a fait ces actes a eu une promotion. Malheureusement, ça arrive. Maintenant, je veux juste rebondir. Dans le privé, c'est différent. Parce que dans le privé, le chef d'entreprise, enfin, même dans l'administration, le responsable, le directeur, ou on va dire aussi, si ça se passe dans une mairie, le maire est responsable. Mais c'est dissous, si vous préférez. Dans le privé, le chef d'entreprise est responsable à 100%. Il doit, lui, aujourd'hui, faire le nécessaire pour plus que ça arrive. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé de la loi et du fait que la loi ne répondait pas toujours de la façon, parce que la loi est incomplète. Donc je voulais rappeler à chacun que nous sommes tous des électeurs, des citoyens, que nous avons tous des députés dans nos arrondissements, dans nos départements, et que c'est auprès d'eux qu'il faut faire remonter ce genre d'informations pour que la loi change, parce que sinon elle ne changera pas. Je me permets, j'ai le micro 2 secondes. Avant que ça. Non, mais juste. Après, je passe le micro pour les écoles, parce que là, j'ai dit c'est bien d'aller dans les entreprises, mais tu parlais des écoles, il faut qu'on aille dans les écoles. Moi, j'ai quand même reçu aussi un témoignage d'un directeur d'une école connue qui agit en harcèlement, qui est connu pour ça, qui est toujours en place apparemment, comme on fait pour ce cas-là. Donc, il faut aller dans les écoles aussi, évidemment, parce que le harcèlement, il ne commence pas à l'entreprise. Voilà, il y a un cas précis d'un directeur d'école d'animation. J'ai reçu des témoignages multiples et divers sur cette personne-là, qui est toujours en place. Donc, il faut aller aussi dans les écoles, au passage. Je pense qu'il y a une question qui n'a pas été répondue quand on a posé la question qu'est-ce qui se passe quand c'est le patron qui hein, je ne sais pas, la question n'a pas été répondue. Je ne sais pas si quelqu'un... Sachez que depuis donc le 28 septembre 2017, donc c'est tout neuf, tout frais. Maintenant, quand il y a une accusation de harcèlement en tout cas, qui est à l'encontre de son patron ou de sa patronne, en fait, par exemple, déjà, on est protégé. La personne ne peut plus porter plainte en diffamation contre vous. En fait, vous êtes protégé par la loi. La Cour de cassation a rendu un arrêt comme ça. Donc maintenant, c'est un non-lieu. Par exemple, si vous portez plainte contre votre patron ou votre patronne, la personne ne peut pas se retourner contre vous. Donc déjà, il y a des débuts de choses qui... ça paraît pas grand-chose. C'est déjà ça. Bah, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est que dans ce cas précis. Je voudrais souligner la particularité justement de ces métiers d'intermittent. Quand il s'agit d'un superviseur ou d'un chef de poste, pas forcément le plus haut placé, mais un chef layout, un chef storyboard par exemple, le projet repose aussi sur lui. Donc forcément, on comprend l'hésitation de l'employeur à mettre en cause un chef de poste, puisque ça met en cause le projet, la survie du projet. Après, je pense qu'il y a énormément de gens talentueux dans notre milieu. Très souvent. Et moi, oui, bien sûr, mais il m'a été conseillé par un réalisateur qui constatait la façon dont me parlait un chef storyboard. Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne pars pas ?» Donc en fait, il m'a libérée parce que je n'osais pas le faire. Je voulais finir ce storyboard. Il m'a donc protégée. Mais son conseil pour me protéger, c'était que moi, je partais. Or, la personne a continué à superviser toute une équipe sans être nullement inquiétée. Voilà, donc ça recoupe ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il est normal que la femme parte et qu'on ne règle absolument pas le problème. Il n'est pas normal, madame. Oui, enfin, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Enfin voilà. Bah, on a un peu cette même spécificité avec le milieu du cinéma qu'on a des projets qui se construisent autour d'auteurs qui sont un peu des stars et qui bénéficient d'un certain degré de protection, mais à tort. Voilà, enfin, c'est surtout ça aussi. Il faut que ça rentre dans les têtes. Il y a d'autres gens talentueux et absolument rien n'excuse un comportement de harceleur et il faut réussir à déconstruire ça. Voilà. Mais en tant que patron de boîte, quel que soit le talent, et encore une fois, le talent, ça passe au bout d'un moment, mais quel que soit le talent de la personne, se retrouver avec une plainte
contre cette personne-là sur un projet de sa boîte qu'on a financé difficilement, qu'on a développé pendant 5 ans, qu'on a essayé de monter avec des diffuseurs, avec des chaînes de télé, avec des distributeurs de cinéma, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Au-delà d'économique, c'est une catastrophe tout court pour la boîte, quoi, et pour l'entrepreneur, parce que voilà. Mais ouais, en fait, justement, je voudrais rebondir là-dessus. Bien sûr. Je voudrais rebondir là-dessus en tant que directeur de studio, moi qui suis chargée de prod, qui du coup est la responsabilité de mener à bien les projets justement qui ont été difficilement financés, etc. Donc ça peut être aussi bien dans du long métrage, un projet à plusieurs millions, ou alors dans de la pub avec des clients prestigieux qu'ils ont galéré à avoir. Nous, notre responsabilité justement, c'est de mener ça à bien. Mais quand on a par exemple le cas d'un réalisateur, le projet pose entièrement dessus. Donc en fait, c'est vrai que ce que dit Émilie, c'est qu'on a quelque part pas le choix que de dire à la personne bah, va-t'en, parce qu'en fait, je ne peux pas dire à mon réalisateur va-t'en. Je peux pas. Non, on peut ne pas reconduire un projet avec lui, on peut juste le blacklister, ne plus jamais vouloir entendre parler de lui après le projet, mais malheureusement, on ne peut pas dire à notre réalisateur bah, casse-toi et les 7 millions, la boîte coule. En fait, c'est ça le problème. C'est hyper compliqué. Je légitime pas la chose et je dis pas que c'est normal, mais c'est la réalité de notre côté en tant qu'encadrant. Non, c'est pas si simple que ça. On peut juste se poser la question de jusqu'à quel point on peut continuer sur cette voie-là, parce que c'est quand même discutable. Enfin, oui, c'est un peu discutable. C'est quand même discutable. Je sais sais pas. Comprendre à ce réalisateur qui va se retrouver avec une plainte. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative à le virer? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de lui dire d'arrêter, de mettre un cadre très clair qui l'empêche de continuer, oui, de c'est ça, peut-être aussi de faire de sorte qu'il fait réparation de ce qu'il a fait? Voilà. Il y a le problème de la société et la durée de production et à quel point elle doit avancer, à quelle vitesse elle doit avancer. Mais on peut très bien, la société peut très bien choisir un point de sortie, c'est-à-dire sur un horizon de 2 mois. Très bien, tu as fait ça, ok, on n'accepte pas, ça ne peut pas tolérer, tu arrêtes tout de suite. Dans 2 mois, on va chercher un remplaçant et la production s'organise afin de parer à ce problème. Ça ne peut pas être on-off, on ne peut pas dire stop, on arrête tout, parce qu'effectivement, la boîte coule. Mais on peut agir et pas à pas et régler la situation convenablement. Je voulais juste faire remarquer qu'aux États-Unis, donc effectivement, ils ont fait virer donc les 2 des plus gros réals de Cartoon Network, si je dis pas de bêtises. Hein. Et je pense pas que Cartoon Network a coulé. Je pense pas que les sociétés de production ont coulé. Parce que je pense qu'effectivement, ils ont fait peut-être une transition avec les équipes pour pouvoir. Il y a une bibliographique, hein, donc on peut s'en servir. Il y a des co-réals, il y a plein de gens de talent. Et je pense pas qu'ils les ont virés du jour au lendemain. Par contre, c'est pas passé. Voilà, les mecs, ils ont sauté et c'est des mecs qui étaient réputés pour être intouchables, exactement comme John Lasseter ou exactement comme Weinstein. C'est des mecs qui étaient réputés intouchables et ils ont sauté. Voilà, donc c'est possible. C'est clair que si les gens pensent qu'ils sont intouchables, ils vont provoquer leur intouchabilité. Je pense que c'est essentiel que tout le monde comprenne qu'on ne peut plus justifier des comportements abusifs. Et je pense que c'est très très important qu'il n'y ait pas de limite justement. Et au plus haut niveau des hiérarchies, il faut que tout le monde comprenne. Et je trouve ça génial, cette histoire Weinstein, parce que finalement ça montre qu'en fait c'est plus acceptable. Alors qu'avant, on considérait que c'était acceptable. Les boîtes ne reposent jamais. Il y a toujours des solutions à trouver. Évidemment que c'est exactement ce que moi, en tout cas personnellement, je souhaiterais, évidemment. Mais malheureusement, il y a des boîtes qui reposent sur un seul projet, qui est porté sur un seul réalisateur, qui porte beaucoup voilà, ça arrive. Et que la décision, malheureusement, je parle d'un côté économique parce qu'on parle de haut poste, on ne parle pas juste d'un chef layout ou d'un chef storyboarder où en effet là c'est beaucoup plus facile à remplacer. Je parle d'un producteur exé, je parle d'un directeur de production ou des productions qui ne sont pas forcément tous en CDI. Je parle de ce genre de poste.
c'est pas si simple que ça, et la décision, malheureusement, on devrait tous porter cette responsabilité en tant que patron de boîte, de se dire je m'en fous, c'est pas mon problème. En attendant, cette personne-là, elle a fait quelque chose de mal, elle dégage. Mais malheureusement, c'est pas toujours aussi simple, et il y a des diffuseurs et il y a des distributeurs et qui mettent beaucoup de pression parce que ce réalisateur, on va le mettre vachement en avant, parce que c'est notre argument de communication, parce que c'est notre argument de vente. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, malheureusement, quoi. Mais je suis d'accord qu'il faudrait qu'on arrive à ça. On est exactement ce qu'il faudrait. Sur un star system. Il faudrait justement commencer par ne pas mettre autant en avant les personnalités comme ça. Et peut-être que c'est un début de solution. Bon, c'est du long terme, forcément. Mais... Non, parce que ça permettrait que les projets ne reposent pas, comme on le dit, entièrement sur une personne. Oui, mais là on parle dans le cas où ce sont des harceleurs. Et ben juste. Oui, il y a un certain nombre de personnes dans le milieu, on commence à savoir un peu. Au bout d'un moment, ça se sait. Elle a le micro et ensuite là-bas. Elle a le micro et ensuite là-bas. Non, je voulais juste ajouter que oui, les réalisateurs stars, parce que là on parle des réalisateurs, sont assez embêtants et que notre cas n'est pas vraiment comparable au cas américain, dans le sens où, notamment à Cartoon Network, ceux qui ont été virés, c'est surtout des showrunners, donc ils ne fonctionnent pas de la même manière qu'en France, et les séries peuvent continuer tout à fait sans eux, parce qu'il y a des réalisateurs d'épisodes, parce qu'il y a des équipes qui sont formées pour, alors que justement, chez nous, on a le réalisateur qui est aussi parfois scénariste, qui est aussi parfois storyboarder, et c'est vrai que sans qui le projet peut s'effondrer. Donc les deux cas sont pas vraiment comparables, à mon sens, entre les États-Unis et la France. Donc... Je nuancerais quand même. Le showrunner aux US a une responsabilité encore plus grande que le réalisateur. Le showrunner aux US, c'est quand même Dieu sur terre sur une production. Donc c'est pire qu'un réalisateur. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est Dieu sur terre, quoi. Mike Price, quand il enchaîne les 19 saisons des Simpsons, c'est Dieu sur terre. Donc virer un showrunner, c'est un signe extrêmement fort aux US. Hein. C'est voilà. Ouais, non, juste sur la question du réalisateur, déjà, je me disais peut-être que, comme on met à chaque fois sur chaque production des assurances, peut-être que, je sais pas quelles sont les options, mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur comment ça se passe au niveau d'une assurance, si jamais on doit se séparer d'un réalisateur pour ce genre de cas. Il y a peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, mais qu'on peut le mettre en place. Et juste un tout petit truc, parce que tu disais, Jeanne-Sylvia, tout à l'heure, que d'utiliser éventuellement les réseaux sociaux pour conseiller à des gens de ne pas travailler avec telle ou telle personne pour ces raisons-là. Et juste, moi, je m'étais posé la question, et j'en avais discuté avec un très bon ami à moi qui est avocat, de jusqu'où on peut aller justement pour pointer du doigt quelqu'un publiquement sans risquer la diffamation, ce qui est évidemment pas souhaitable. Et en gros, apparemment, mais ça demande à être vérifié parce que je suis pas avocat non plus, mais apparemment, si tu dis simplement tu devrais pas travailler avec cette personne-là, sans citer de raison, mais en incitant éventuellement la personne à venir te demander personnellement pourquoi, tu risques pas de diffamation, alors que si tu expliques un motif, en revanche, tu es attaquable. Voilà, c'est une nuance qui est intéressante, je pense. Oui, s'il n'a pas déjà été prouvé que la personne avait été impliquée. Je reviens moins dans le vif du sujet, parce que là c'est quand même très vivant, mais c'est plus du coup pour rebondir sur ce qui avait été dit tout à l'heure. Notamment, monsieur, vous avez dit que c'était important de parfois prendre la parole à la place des autres et du coup, en tant que témoin, aller directement voir par exemple le supérieur hiérarchique ou ce genre de choses.
je pense que c'est quand même super important de rappeler que l'une des premières personnes à aller voir, c'est d'abord la victime, en fait, quand on est témoin. Et de lui demander ce qu'elle en pense, comment elle vit la situation, est-ce qu'on a l'impression que vraiment ça se passe, ou est-ce que nous, on voit quelque chose qui n'existe pas vraiment, et lui apporter son soutien, comment dire, en priorité, éventuellement même lui dire, si tu veux, moi, je peux aller en parler à ta place, à l'autre personne, etc. Mais vraiment, d'abord se rapprocher d'elle avant de prendre des initiatives contre son gré. Non, on est d'accord. Moi, ce que j'ai dit, qu'il fallait voir, je veux dire, le supérieur, mais bien sûr, avec l'accord de la personne. On peut pas, je veux dire, dire des choses sans que la personne soit au courant. Mais je pense que c'est, effectivement, vous avez raison, c'est de pouvoir aller voir la personne pour déjà la réconforter et lui dire, si tu as besoin de moi, je peux intervenir, je peux dire, voilà, ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu, ce qui te fait, ce n'est pas normal. Et c'est vrai que la personne peut être déjà, je veux dire, un petit peu, elle est plus seule. Elle n'est plus seule, elle est accompagnée par une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et c'est vrai, mais il faut que, il faut que l'employeur soit au courant. Et moi, très souvent, je dis aux personnes, si vous êtes d'accord, faites un courrier, faites un écrit. Et même, ça peut aller même plus loin, si vraiment les faits sont avérés, c'est aussi de faire une copie au médecin du travail et une copie à l'inspecteur du travail. Et je peux vous dire que la personne qui est mise en cause, elle est mal. Elle est mal. Oui. Parce que là, je veux dire, si l'inspection du travail ouvre une enquête, à partir de là, je veux dire, la personne, elle va être sérieusement embêtée. C'était pas du coup pour répondre à ça, c'était que j'avais d'autres remarques. Je me faisais vachement la remarque, mais ça a été dit aussi par d'autres personnes avant, qu'on parlait énormément de ce que nous, on peut faire en tant que meuf, en tant que personne harcelée, et que du coup, on évoque assez peu en fait, le fait que ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour que les mecs arrêtent de nous harceler, qu'est-ce qu'on fait pour les éduquer, en fait, pour leur faire comprendre que le problème, c'est eux, et que c'est pas à nous d'apprendre à nous défendre, etc. C'est pas une question que je vous adresse par ailleurs. Je me permets. Et ça, il a été évoqué tout à l'heure le cas d'un directeur d'école. Je pense aussi à un autre cas pratique qui doit parler à plusieurs personnes ici. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une vraie question ouverte. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation où, par exemple, on a une personne qui s'est fait violer, qui s'est suicidée, et que le violeur, il est connu dans le milieu, son nom a circulé, le CNC est au courant de qui c'est, et que cette personne, elle a quand même droit à l'avance sur recette ou autres aides. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, nous, les personnes qui sont là, les femmes s'animent, dans une situation comme celle-là, en fait, comment est-ce qu'on peut réagir pour que cette personne-là, en fait, elle arrête d'avoir ce droit-là et ce pouvoir-là, alors que la situation, elle est connue? Et pour terminer, je réponds juste du coup à ce que disait Irène donc, sur l'autodéfense, etc. Je suis en train de lire un livre très chouette en ce moment qui est sorti mi-octobre, qui s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence » d'Elsa Dorlin. Et voilà, elle parle énormément de l'autodéfense et du rapport à la violence en essayant de s'écarter de l'éternel de problème moral de est-ce qu'on est légitime à utiliser la violence ou pas. Elle essaye de se décaler de cet angle-là pour aussi réhistoriciser à quel moment l'autodéfense ça a été hyper important dans tout un tas de luttes, que ce soit féministe, antiraciste. Et voilà, je ne peux que vous en conseiller la lecture. Merci. Quelqu'un veut... Je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit sur l'idée de donner un document en même temps que le contrat, peut-être, aux personnes qui vont avoir la responsabilité d'équipe. Parce que finalement, on est assez peu formés à prendre soin des gens avec qui on travaille, au bien-être des équipes. Et c'est vrai que même dans les écoles, les intervenants qui viennent ne sont pas forcément formés à ça. Les directeurs non plus, directrices, enfin, toutes personnes qui ont ce pouvoir hiérarchique sur d'autres personnes. Et que du coup, ce serait bien de sortir de cette mystification où apprendre à la dure, c'est bien. Enfin, c'est pas normal d'être gêné ou de pas être bien dans son cadre de travail, ça n'apprend rien. Donc voilà, former les gens, donner des documents là-dessus pour ceux qui vont être réalisateurs et leur dire, bon, bah,
on compte sur toi beaucoup pour faire ce projet, mais peut-être essaye de pas être un connard parce que sinon tout le monde coule et toi aussi. Voilà. Merci. Non, c'est des éléments de solution. Tu veux parler ? Oui, je voulais dire que c'est la deuxième fois qu'on fait une table ronde sur ce sujet. Donc l'autre, c'était il y a 1 an. Donc depuis 1 an, dans notre secteur, il y a quand même des choses qui ont un petit peu bougé. Certaines sociétés, dans leur contrat, ont inclus des clauses sur le comportement en entreprise. Les affichages, comme tu disais, Catherine, qui sont obligatoires dans les sociétés, pas mal de sociétés les ont revus, corrigés et adaptés aussi à ce problème. Et chez Timto, là dernièrement, on a fait venir l'avocate de l'année dernière qui, par petits groupes de 40 personnes, explique le comportement en entreprise. Parce qu'on a évoqué beaucoup le mot harcèlement, mais il y a aussi le mot comportement avant d'en arriver au harcèlement. Et il y a un comportement à avoir, qu'on soit homme ou femme. Et je vous encourage à le faire parce qu'on a eu une première session qui a été très 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 positive et très bien ressentie par les 40 salariés qui étaient là. Les gens ne se posent même plus la question de comment je dois me comporter. Or, elle rappelle très simplement, sans aller dans la législation à outrance, elle rappelle très simplement comment on doit se comporter sur son lieu de travail. Donc on va avoir 3 autres sessions pour que tous les salariés entendent ça, et je peux vous assurer que sur les 40 qu'on était là, il y en a qui sont ressortis un peu waouh. Donc il y a des choses qui bougent, c'est aussi pour dire qu'il y a des choses qui bougent, que oui, c'est notre deuxième rencontre sur ce sujet par l'association, mais il faut qu'on continue à se faire entendre et à ce que les choses bougent aussi dans les entreprises. Y aurait-il une autre question ou remarque, ou est-ce qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, même si on n'aura jamais fini, mais... En tout cas, moi je vous remercie tous. Enfin, c'est peut-être à Sarah de dire le mot de la fin. Je vous remercie tous. C'était waouh, hein, c'était quand même très bouleversant, je trouve. Et voilà. Bah oui, merci beaucoup. Enfin, déjà d'être venus si nombreux, ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes à nos tables rondes. Et puis là, surtout ce soir pour des sujets qui sont pas agréables, mais qui sont indispensables, qui sont vraiment nécessaires. Et vraiment de vous voir, enfin de voir autant de personnes, qui ont envie, en tout cas, voilà, et qui se passionnent pour ces débats. Là, enfin, si on se dit que on est déjà à peu près 1% là du milieu dans la salle, c'est quand même beaucoup. Et y a moyen de faire bouger les choses, quoi. Enfin, donc vraiment là, je suis ravie. Voilà. Merci beaucoup. On va tous boire un coup à l'étage, comme on le fait après chaque table ronde. À tout de suite.